Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Clac, j'ai un clap, voilà, bienvenue. Le prénom le plus improbable de tout LinkedIn, Sachine, avec 2 E. C'est comme ça qu'on dit, Sachine? Tu dis tout juste, sinon je t'aurais repris, tu penses bien. Eh ben, il y a intérêt. Voilà, petite rencontre inopinée avec Sachine Siro. Tu es en Suisse, c'est ça? Je suis en Suisse. Tu es en Suisse. Et allez, on va raconter les coulisses, un peu le back office. Normalement, et vous le devez reconnaître, vous êtes sur Je ne perds jamais, le podcast des entrepreneurs. Et puis, figurez-vous que il y avait une petite rencontre avec Sachine qui était prévue pour faire du réseau, justement, le fameux réseau B2B, connexion croisée. Et puis finalement, on a décidé de se lancer dans une interview, allez, sans filet. Et donc, on va recevoir Sachine Siro pour cette interview. Ça va être sympathique. Je pense qu'on va envoyer du bois, quoique pas trop, parce que Sachine est une adoratrice de la lecture et des livres, donc les livres papier. Et donc, faut pas que je tue trop d'arbres, parce que attention, on en a besoin pour le papier. Sachine, moi, je suis ravi de te recevoir sur cet épisode qui est iconoclaste d'avance. Merci beaucoup. Je me réjouis et je sais pas ce qui m'attend, mais je me réjouis beaucoup. Je crois que tu as, ce qui est très rigolo et d'ailleurs on peut en témoigner tous les deux, c'est que on se connaît pas tout en se connaissant. C'est-à-dire qu'on peut témoigner tous les deux qu'on a une pratique de LinkedIn qui est évidemment un LinkedIn de réseautage d'affaires. On prend tous les deux la parole pour partager, éduquer, transmettre un maximum de choses. Et il s'avère qu'en faisant ça, mine de rien, aussi bien Sachine que moi-même, on intervient sur les posts de l'un, de l'autre, on fait des commentaires et en fait, on a déjà appris à se découvrir. On s'est partagé des anecdotes et donc on se rend compte que finalement, tout commercial bon que vous devez être normalement, sachez que les petites notes, ça sert à quelque chose. Et donc, moi, je sais plein de choses et j'ai appris plein de choses avec Sachine parce que en communiquant, en engageant la conversation, j'ai appris à la connaître et à avoir plein d'anecdotes sur sa vie pro et perso d'ailleurs. Donc, c'est justement rigolo de voir que ça sert à quelque chose. Ça sert à fond. Et des fois, j'ai l'impression que c'est comme si on se connaissait déjà parce qu'on connaît plein de facettes, plein de petits morceaux de la vie des uns des autres. Et le jour où on se voit enfin en vrai, on se dit, mais en fait, c'est comme si on s'était déjà vu. Et alors en plus, tu sais, Sachine, moi je me suis lancé dans l'aventure du podcast donc en 2022. Là, j'ai une douzaine de podcasts en activité, 12 émissions de podcast. Celle-là, c'est on va dire le vaisseau amiral, je ne perds jamais. Figure-toi que j'ai découvert évidemment quand je l'ai lancé, mais ça s'est confirmé au fur et à mesure que j'avançais dans l'histoire du podcast. Le média podcast est un média super intimiste en fait. Et qui crée une connexion et une relation qui est assez incroyable. Je termine des conversations avec les personnes que je rencontre, les invités, qui me disent waouh, mais en fait j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours parce que c'est vrai que ça permet des échanges qui sont très mine de rien on est sur de la voix avant l'image et ça permet de transmettre des émotions, de l'authenticité, de la vérité et c'est un média qui crée des liens énormissimes. Et moi à chaque fois je passe des moments mais super intéressant avec les personnes et c'est vraiment génial pour ça. Cool.
Génial. D'ailleurs, tu le fais aussi parce que je crois que on va parler de ton parcours, parmi les différentes activités que tu interviens en école, je crois, tu fais des cours, Oui. hein, voilà, c'est ça, tu donnes des cours en marketing, j'imagine, hein, après avoir fait quelques années là-dedans, je pense que c'est pas mal ta tasse de thé. Donc, et c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les conférences, les échanges, échanger, donner de l'information à une salle de classe ou à des élèves dans une école, eh ben c'est un peu la même chose, c'est un peu ce côté face à face, médium qui passe par la voix et qui est vraiment très très agréable. Donc écoute, on va voilà, c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que justement, écoute, un des plus beaux compliments que j'ai reçus sur le podcast il y a quelques années, c'était une personne qui m'avait dit waouh, je me suis senti mais comme sur un divan, comme chez mon psy, tu vois. J'étais là, ah bon, d'accord quand même. Donc c'était assez rigolo, assez drôle. Je pensais que tu allais dire comme à la maison. Écoute, moi j'ai décidé, tu vois, depuis que j'ai commencé le podcast, au départ, j'étais parti pour en faire quelque chose de très corporate, institutionnel, avec studio de podcast, face à face, etc. Et puis finalement, tu vois, je me suis rendu compte que ça me mettait des barrières et un bridage parce que je pouvais pas rencontrer des gens qui étaient partout dans le monde en fait. Et moi qui suis un bébé du village Internet, et donc Internet est un village, eh bien je me suis dit, allez hop, on va faire de la visio et finalement ça m'a permis de pas avoir de barrière. Sur 80, tu sais que j'ai déjà 83 interviews, ça commence à faire un petit peu quand même. Hein, 83 interviews, tu vas être la 84e interview. Sur ces 80 et quelques interviews, écoute, j'en ai à peine 3 qui sont en face à face dans un studio. Alors j'ai une question pour toi. Combien de pays dans les 84 personnes? Écoute, pour l'instant, 7 pays. Wow. Ce qui est pas encore énorme, mais ça commence à faire. Ah bah si, c'est énorme. Bravo. Et ça, c'est vrai que c'est assez génial. Et puis en fait, bon après, je me suis fait un petit peu rattraper par ce qu'on appelle la post-prod, la production, parce que mine de rien, il faut quand même se rendre compte que enregistrer un podcast physiquement, partir sur le studio, trajet de déplacement aller, trajet de déplacement retour. En fait, faire une interview podcast, ça mangerait la journée en fait. Tu vois, parce que les gens se rendent pas compte, mais mine de rien, c'est le temps de déplacement, etc. Ta journée, elle part en fumée. Et je suis un petit peu occupé quand même, par ailleurs. Donc, j'avoue que la visio me paraît pas mal. Ouais, absolument, je comprends. Un petit peu occupé, euphémisme. Yes. Sachine, oui. On va pas déroger aux règles. Et puis alors là, toi, tu vas être, j'ai 3 questions de la fin que en général en voix off, j'indique quand même à mes invités pour qu'ils se préparent. Mais toi, bah écoute, tu vas être sans filet. Voilà, on a déclenché l'enregistrement, donc c'est la première fois qu'on va voir autant les coulisses du podcast. Et donc, écoute, on va avoir une conversation à bâton rompu, je pense. L'idée, c'est que on fasse évidemment ton parcours d'entrepreneur, de femme, de maman, de voilà, c'est toi qui places la barrière où tu veux, puisque moi je suis un partisan du perso pro qui n'existe pas quand tu es entrepreneur, hein. Tous ceux qui me racontent attends, la routine, séparation, je ne sais pas comment vous faites parce que chez moi ça n'existe pas et je considère que c'est impossible. Donc mais par contre, tu peux avoir de la pudeur et tu peux placer toi-même ce que tu as envie de dire sur ton curseur. On va sauter sans filet. Je reprends mon petit clap. Allez, mon petit clap, tac, tac. C'est parti. Comme ça, vous voyez comment on déclenche tout ça. Et puis, est-ce que tu as petit conseil? Est-ce que tu as quelque chose à boire, un verre d'eau, une bouteille d'eau, etc. Parce que hyper équipé. Voilà. Hein, moi j'ai la gourde. Je ne perds jamais. La mienne elle est rose. Écoute, pas brandée. Allez, c'est parti, Sachine. On part sur le roller coaster de l'entrepreneuriat. Ça va envoyer du bois. Tiens, je fais même des rimes. Clac. Bienvenue à toutes et tous. C'est Patrick de Carvalho. Vous êtes sur le podcast Je ne perds jamais et je reçois Sachine Thiraud. Salut Sachine, je suis ravi de te recevoir ici. Hello Patrick, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie aussi. Je pense qu'on va avoir mal aux zygomatiques à la fin parce que on a le sourire facile, mais c'est toujours plus agréable.
Moi, mes zygomatiques, elles sont musclées parce que je souris beaucoup. Alors, écoute, comme d'habitude, moi, je présente toujours mes invités en me basant sur leur profil LinkedIn. Donc, je vais commencer par ça, puis après, écoute, je te tends la perche et c'est toi qui te présentera. Alors, je le fais de mémoire parce que pour le coup, je regarde pas les notes pour que ce soit plus instantané. Moi, je sais quand même. On en parlait un petit peu juste avant. J'ai fait quand même pas mal de petits devoirs, parce que j'ai engagé la conversation avec toi très souvent sur tes prises de parole, et ce qui fait que j'ai accumulé quand même plein de petites anecdotes que j'ai mis de côté dans un coin, et donc par exemple je suis capable de dire que tu es, je crois, à un niveau de pianiste professionnel. Tu as fait énormément de piano, je le sais, je l'ai retenu. Bien joué. Donc il me semble que t'as été au conservatoire jusqu'au bout, avec une mention excellent. C'est quand même voilà. J'ai hésité. Franchement, il y a eu une période, j'étais ado, je devais avoir 15-16 ans, et j'ai vraiment hésité à faire du piano mon métier. Je pense que je suis pas assez talentueuse pour ça. Donc, D'accord. à mon petit niveau local, c'était assez. Et donc, le piano reste juste un loisir. Et à côté de ça, j'ai une autre activité professionnelle, une vraie. Tu sais que le piano, en plus, alors moi, j'avais dit que je saurais jouer au piano avant mes 30 ans, avant mes 40 ans, là, avant mes 50 ans, tout ça, c'est plus ou moins raté. Bon, il faut que j'essaye de m'y mettre vraiment, parce que j'adorerais me mettre au piano, jouer au piano. Moi, j'ai fait de la guitare classique, tu vois. C'est le même parcours que tu as eu en piano, je l'ai eu en guitare classique. Ça, c'est une anecdote exclusive, personne ne le sait. C'est la première fois que je le dis. Donc, j'ai fait de la guitare classique au conservatoire jusqu'aux portes du Conservatoire de Paris, où en gros, tu deviens professionnel concertiste. Et j'ai tout arrêté. Et je vais te dire un truc, aujourd'hui, je ne joue plus de guitare, et voire même, si je prends une guitare, je suis complètement rouillé. Je ne pratique plus la guitare. Tu vois, c'est comme quoi, c'est les parcours, c'est... Tu sais, c'est comme dans tout, et on peut faire des parallèles avec le boulot, avec nos parcours d'entrepreneurs, etc. Je veux dire, quand tu pratiques plus au quotidien, bah évidemment que tu deviens rouillé. Moi, je faisais 4, 5, 6 heures d'exercice du piano par jour. Maintenant, je joue un peu le dimanche. J'ai plus de virtuosité, j'ai plus d'agilité dans les doigts. Ouais, bien sûr. C'est comme tout. C'est comme tout. C'est comme tout. Ouais, ben j'ai exactement les mêmes. Voilà, tu vois, tu me fais ressurgir les mêmes pensées, où je me vois faire les entraînements à la guitare tous les jours. Les gammes. Bon, allez, on continue, parce que sinon on va passer une journée en interview podcast. On a beaucoup de choses à se dire. Sachine, donc un parcours d'excellence. Les diplômes, tu nous raconteras, tu nous parleras toi-même de tes diplômes. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est que tu as un parcours d'excellence dans l'univers du marketing, avec quand même, excusez-moi du peu, mais un passage par L'Oréal, je crois, avec quasiment presque 10 ans. Ensuite du SC Johnson. Johnson, c'est genre le truc canard WC, c'est ça ou pas du tout? C'est ça. D'accord, ok. Donc on est bien sur voilà, deux grosses boîtes internationales sur des produits ce qu'on appelle public, de masse. Oui. Donc un marketing, c'est comme quand on passe chez Xerox, quoi. Quand on passe chez L'Oréal et chez Johnson, je peux vous dire, mes chers auditeurs, que au niveau marketing, là, on a affaire à du lourd sur ce qu'est le vrai marketing, qui, je le rappelle, consiste à mettre un produit sur le marché. Marketing, c'est go to market, c'est toutes les disciplines qui servent à mettre un produit sur le marché. Parce que en ce moment, on parle de marketing un peu trop facilement et un peu n'importe comment. J'adore. Merci, les pendules à l'heure. Merci. Mettons les choses comme il faut. Et en fait, après ce parcours-là, eh bien, désormais, tu es devenu indépendant. Tu as créé ta propre organisation qui s'appelle Semanticeo. Je crois que c'est comme ça. En fait, moi, je suis indépendante depuis 12 ans. C'est ça. Comme consultante marketing dans une entreprise qui s'appelle Sachine Sierro, qui a pas de nom, qui a pas de branding, c'est moi. C'est toi. Et ça, j'ai fait ça pendant 8 ans, seule, consultante indépendante, jusqu'à ce qu'il y a 4 ans, en 2021, partir du Covid. C'est ça, sortie de Covid, ouais. J'en avais marre d'être seule, en fait. Tu vois, j'ai été dans des grands groupes, tu l'as dit, j'avais des équipes nombreuses, et tout d'un coup, du jour au lendemain, tu te retrouves seule. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux recréer ces interactions, cette vie d'entreprise, avoir des collègues pour manger à midi. Bien et donc, j'ai créé une deuxième société qui s'appelle Semanticeo et qui est une agence de référencement éditorial. Et là, je l'ai lancée avec directement des salariés. Donc, j'ai toujours gardé ces deux morceaux d'activité. Si tu veux savoir tous les secrets derrière, j'ai besoin de la première, le consulting, pour financer la deuxième et les salaires.
Donc en fait, j'ai pas pu lâcher mon activité indépendante parce que l'agence n'était pas rentable, ne l'est toujours pas d'ailleurs, et je me suis séparée d'une grosse partie de l'équipe. Ouais. On était 7 à la fin de la première année. J'ai plus qu'une salariée. Donc j'ai drastiquement réduit. On va parler de ça parce que je suis plus ou moins le même chemin que toi. J'appelle ça l'entrepreneur inversé, c'est-à-dire que je me dirige de plus en plus. Alors avec mon associé qui sera jusqu'à la mort, on a affronté tellement de difficultés avec lui que on restera deux. Mais c'est vrai que nous aussi, on fait ce chemin inverse. D'après avoir eu les salariés, etc. Désormais, on a un projet qui consiste à créer, recréer une structure, en tout cas avec des individus, des éléments qu'on reconstitue. Nous, on vise quelque chose de l'ordre de entre 5 et 10 personnes qui représenteront une capacité de travail de 120 personnes. On monte la première agence d'agents IA en Europe. Waouh! Voilà ce qu'on fait en ce moment. Alors bon, je vais me prendre des volets de bois vert sur je vais tuer l'emploi, etc., etc. On en parlera, c'est des vastes sujets, mais en tout cas, tu vois, on de plus en plus, après avoir eu comme tu dis, de la masse salariale et des équipes plus ou moins importantes, quand notamment on était parti en Chine, où là on avait un plateau de développement, tu vois, avec beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous, on revient à la quintessence, à l'essentiel, notamment avec voilà, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de travailler avec des collectifs de freelance, avec des partenaires, des sous-traitants, qu'on s'entende bien. Il s'agit d'avoir une organisation minimaliste au niveau de sa personne, comme toi tu le fais, mais derrière, tu es capable de mettre en œuvre beaucoup de personnes autour des projets. Ça change pas. Oui, ça change pas. Donc voilà, j'ai 2 activités, si on peut dire. Yes. Alors, ce qui va être très intéressant dans ton parcours, Sachine, c'est que, tu l'as dit, quand tu passes dans des grands groupes avec des organisations qui sont donc avec beaucoup de personnes et des spécialités, c'est-à-dire que tu as évidemment tout ce qu'il faut en matière de juridique, de marketing, de communication, de RH, etc. Souvent, quand tu quittes ces environnements-là et que tu crées ta propre structure, en général, tu prends un petit tsunami vague de 30 mètres dans la figure parce que tout à coup, tu te rends compte que tu peux pas sous-traiter la partie juridique, la compta, le bilan. Désormais, c'est toi toute seule, quoi. C'est-à-dire que là, bienvenue à bord. L'entrepreneuriat, c'est waouh. Le plus dur pour moi, c'est que moi, j'ai toujours eu des secrétaires et des assistantes. Oui, c'est ça. Alors, tout d'un coup, un jour, je me suis rendu compte que si je réservais pas mon billet d'avion toute seule, il y a personne qui allait le faire. Les restos, les bouquets de fleurs, etc. Ça, c'est très dur. Et encore aujourd'hui, c'est le confort absolu qui me manque le plus, c'est d'avoir une personne qui peut soutenir tout ce que toi t'as pas le temps de faire, tout ce que tu oublies, etc. Ça, c'était fantastique. Sachine, petit rollback, on a tellement un bon feeling qu'on est déjà parti dans la conversation. Est-ce que tu peux essayer de faire un exercice de style qui est pas toujours évident d'ailleurs, mais tu sais, souvent dans la vie, tu l'auras remarqué, on se présente et on demande aux gens mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu fais? Comme si en fait ce qu'on faisait, nos statuts de vie, d'existence, notre statut social, il est lié à ce qu'on fait. Mais on n'est pas ce qu'on fait, on est qui on est. Et donc j'aimerais bien que tu nous racontes justement quand tu dois te présenter, tu dis quoi et tu fais comment. Allez, qui est Sachine Siro? Je fais comme tout le monde, je parle d'abord de mon activité professionnelle. Donc tu veux un petit déroulé de ma vie pro? Comment tu te présentes? Donc moi je suis marketeuse depuis 25 ans. Ça c'est ce que je dis toujours. J'ai commencé ma vie professionnelle dans le marketing, c'était il y a 25 ans. Tu l'as dit très justement, L'Oréal, 10 ans. J'étais directrice marketing pour la Suisse. Ensuite, SC Johnson, 3 ans, où là, j'étais responsable de l'innovation pour l'Europe et même dans certains produits, le monde. Incroyable expérience. Wow. Et à ce moment-là, je suis devenue maman. Et j'ai arrêté le monde corporate à cause des voyages, à cause En fait, il y a un truc autour de tu maîtrises pas ton agenda. Et pour moi, c'est hyper important, en tant que maman, de pouvoir maîtriser mon agenda. Et si je veux aller voir un cours de rythmique, assister à une chantée de Noël, bref, voilà. Je voulais être là quand mes enfants rentrent de l'école. Et en fait, ça, c'est pas possible à ce niveau de poste-là. Non, c'est ça. De dire, je pars à 15h tous les jours pour chercher mes enfants. Donc, je suis devenue indépendante que pour ça. Et donc, en tant qu'indépendante, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais du marketing, c'est ce que je sais faire. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'aide les entreprises à grandir. Des PME autour de moi, de la région. Donc, du coup, j'ai un tissu vraiment hyper local.
C'est des entreprises PME de 3 à 50 personnes maximum qui n'ont pas de marketing ou alors un marketing très junior et vont m'utiliser comme marketeuse externalisée. Yes. Et ça, c'est la plus grande partie de mon activité. À côté de ça, je fais énormément de référencement. On parlait de l'agence juste avant. Oui, Pourquoi? ouais. En fait, il se trouve que j'adore écrire comme plaisir personnel. Et lire aussi. On va en parler. Je crois que ça va un peu ensemble. Ça va ensemble. Tu te nourris des mots et après tu les jettes sur le papier. Et en fait, je me suis rendu compte il y a une dizaine d'années qu'on avait un gros problème aujourd'hui avec la digitalisation et la surdigitalisation de tout. C'est que, en fait, on dépend, notre visibilité en tant qu'entreprise dépend des algorithmes et de notre présence numérique. Ouais. Et là, j'ai tout de suite ressenti une espèce d'injustice de me dire, mais à quel moment Google va décider si je suis visible ou pas, si je suis bien positionnée ou pas? Donc, je me suis hyper formée à l'algorithmie. Et comme j'ai cette passion pour l'écriture, très rapidement, ça a été le référencement que moi j'appelle éditorial. C'est comment t'écris, où est-ce que tu mets quels mots, où, etc. Et du coup, j'ai une grosse partie de mon activité qui est écrire pour les marques de manière à ce qu'elles soient visibles et bien référencées. Donc ça, c'est le gros de mon activité. Et après, j'enseigne. Il y a ce que tu disais avant, dans un grand groupe, il y a plein de collègues. Moi, j'ai besoin de ces échanges-là. Et je me suis dit, mais comment je peux garder une relation avec plein de monde dans ma vie professionnelle, même si je suis indépendante. Et notamment, ce que j'aimais beaucoup, notamment chez L'Oréal, c'est de recruter, former, accompagner, faire grandir les jeunes. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais et si je me mettais à intervenir dans des écoles? Et à peu près 20 à 30% de mon temps, j'enseigne dans différentes écoles et universités le marketing, le digital et le référencement. Yeah, d'accord. Eh ben, écoute, je reconnais bien ça bien là. Que se passe-t-il côté justement alors vie perso? T'as eu c'est ton premier enfant, c'est ça qui t'a fait décider à passer à partenariat? T'en as deux. J'en ai deux. J'ai eu la première chez L'Oréal. Ouais. Et j'ai tenu encore 2 ans avec un jeune bébé, un jeune enfant à la maison en rentrant. Je vais pas te dire à quelle heure, mais bien trop tard. Bien. Et à ce moment-là, elle allait commencer l'école, ma grande fille qui a d'ailleurs aujourd'hui 18 ans. Et je me suis dit, elle va aller à l'école, elle va avoir des horaires, etc. À ce moment-là, j'étais enceinte de mon deuxième, mon fils, qui a aujourd'hui 16 ans. Et là, je me suis dit, je vais avoir un deuxième. Je peux pas. La grande va à l'école et en fait, je suis pas revenue de mon congé maternité du second. Et alors, pour la petite anecdote, j'ai eu un congé maternité qui a duré 10 mois, tellement j'avais de vacances en retard que j'ai dû... Donc, te dire que je travaillais beaucoup, c'est juste une petite virgule. En fait, je n'aurais jamais réussi à cumuler ce poste, mon implication perso, parce que c'est pas parce que je travaille à 100% que j'ai pas envie de faire 150. Donc, tu vois, si tu disais barrière vie pro, vie perso, c'était vrai dans l'entrepreneuriat, mais moi, c'était vrai en tant que salarié aussi. Donc, j'ai pris cette décision de trouver un job plus près de la maison. Et là, ça a été une très mauvaise décision parce que chez Johnson, c'était le siège européen. Donc, je rentrais tôt le soir, mais je voyageais tout le temps. Donc... Ah oui, là, c'est pas compatible. Non. Donc voilà, écoute, l'indépendance est devenue ma super solution. Donc tu me disais, au niveau perso, donc j'ai 2 enfants, grands, 18 ans ma fille, qui elle est à l'école polytechnique en physique. C'est une scientifique. Oh, génial, ça me plaît ça. Un fils qui s'apprête à partir vivre en Angleterre pour travailler son anglais. D'accord. Wow. Et on habite donc en Suisse, sur les bords du lac Léman. Génial. Dans une petite maison avec un jardin. J'ai aussi un mari qui lui est dans la finance et nous avons un chien. Voilà. Et quand tu décides de pas revenir salarié et donc tu te dis tu vas créer ta propre structure, par quel sentiment tu passes? Parce que si tu vois, tu entre guillemets, tu te dis bon, ok, ça va, j'étais cadre, dirigeante, je vais gérer, ou tu avais une frayeur, comment ça s'est passé? Tu arrives à te retourner sur ce passé? Mais je me souviens comme si c'était hier. Je pensais pas être capable d'être entrepreneuse, d'être à mon compte, etc. Et j'ai une amie très proche, qui est d'ailleurs toujours mon amie,
qui avait été pendant des années consultante, notamment elle voyageait beaucoup, Paris, etc. Et elle me dit, Sachine, tu devrais devenir consultante. Et je disais, mais jamais, comment, etc. Et elle était à ce moment-là dans une boîte qui avait besoin d'une personne pour travailler tout un business plan pour un lancement d'activité. D'accord. Et elle me dit, franchement, si tu démissionnes, moi je te donne ton premier mandat. Je te fais ta première mission, ouais. Donc en fait, c'est comme si je partais avec un coussin. Oui. Ouais. Donc en mars, j'avais même pas réfléchi à ça. J'ai décidé de démissionner comme ça, un peu sur un coup de tête, parce qu'avec les voyages, ça jouait plus. Oui. Et là, j'avais ce super coussin. Et là, je vais dire une petite chose pour tous tes auditeurs. En fait, notre réseau, que ce soit le réseau pro, perso, les amis, les proches, les anciens collègues, en fait, ça peut nous permettre de vivre de notre activité. Moi, c'est une amie, mais qui vient vraiment du niveau de la sphère privée, qui m'a offert sur un plateau mon premier mandat. Et puis ensuite, j'ai accompagné pendant un très long moment une start-up qui se lançait dans le monde de la coiffure avec un outil révolutionnaire de coiffure. Et moi, j'arrivais de 10 ans de L'Oréal Coiffure. Oui, non, mais là... Donc, de nouveau, plateau d'argent. Ils cherchaient une femme issue du marketing et de la coiffure. Moi, j'aurais pas pu bosser chez L'Oréal Coiffure. Hein. C'était pas possible. Moi, ça va. J'avais des cheveux très longs. J'ai toujours des cheveux. Donc voilà, en fait, j'ai pas eu le temps d'avoir la trouille. Ouais, d'accord. Parce que elle m'a dit, lance-toi, je te donne cette mission. Et alors moi, ce que tu peux savoir à mon sujet, c'est que moi, je suis bélier. Donc je fonce avant même d'avoir réfléchi, ce qui me permet d'être toujours dans l'action et de prendre des risques, parfois démesurés, en me disant, on verra bien. Moi, je crois dans l'univers, le karma, les bonnes énergies, etc. Je me suis dit, vas-y, fonce, ça va marcher. Je crois aussi très fort en ma force de travail, donc je sais que s'il faut sortir relever les manches, je pourrais le faire. Oui, et puis tu l'as dit, hein, c'est-à-dire que j'ai l'impression que toi et moi, on est de ces générations-là où les gens parfois comparent entre guillemets le salarié avec l'entrepreneur en disant oui, quand tu es entrepreneur, tu bosses vraiment beaucoup comme un chien. Mais moi, comme toi, j'ai connu les corporates, les grandes boîtes où c'est pas vrai du tout. En étant salarié, en étant cadre dirigeant, mais tu bosses comme un chien, autant, voire pire que si tu étais entrepreneur à ton compte. Hein. Alors déjà, je vais te dire, c'est pas juste quand tu es cadre dirigeant, parce que quand tu arrives en bas de l'échelle, tu bosses comme un chien parce que tu veux grader. L'Oréal et compagnie, c'est pas des boîtes qui sont quand même réputées pour que tu sois à te la couler douce. Hein. En fait, moi, j'ai toujours bossé. Je pense que déjà, ça fait partie de ma culture et que je suis tellement passionnée par ce que je fais que je le fais avec plaisir. Mais l'idée, c'est que tu veux être la meilleure possible, avoir les plus beaux projets possibles pour être fier de toi, pour que tes chefs soient fiers de toi et pour que la prochaine évolution soit pour toi. Et du coup, tu gravis les échelons, tu travailles de plus en plus parce que tu as des responsabilités, mais tu travailles de plus en plus parce que tu veux toujours l'échelon d'après. Moi, j'ai une petite forme d'ambition. Donc, en fait, j'ai toujours travaillé autant par conscience professionnelle que par volonté de bien faire et d'ambition pour la suite. Et donc, j'ai jamais connu les semaines à 35 heures. Mais c'est OK. C'est OK. Ouais, c'est OK. Non, mais c'est ça. Après, c'est vrai qu'on est avec des évolutions générationnelles où il y a des espèces de diktats qui nous sont qui sortent de on ne sait où tout à coup l'équilibre, la routine, le je sais pas quoi. Et en fait, c'est souvent quelque chose qui est en fait de la superficialité par nature. C'est pas la vraie vie, quoi. On essaye de nous faire passer ça comme étant une réalité de ce à quoi on peut aspirer. Mais enfin, non. À un moment donné, pour avoir un succès ou autre. Tu sais, parfois on entend parler des fameux revenus passifs avec tout le sujet des formations en ligne ou des choses qui sont liées à de la génération de revenus sous forme de logiciels ou de location ou autre. Mais avant d'exploser et d'avoir un succès, on a travaillé pendant 10 ans ou 15 ans. Hein. C'est-à-dire que le succès, il est fulgurant, mais ce qui est pas fulgurant, c'est que avant, on a passé 10 ans ou 15 ans à bosser fort, très fort. Il y a ça, il y a tout ce que tu as construit en amont. Et puis après, il y a aussi, moi, des formations en ligne, j'en ai 2. Quand je communique pas, il n'y a pas d'inscrits. Quand je communique. Oui. Après, je sais qu'il y a des success stories, il y a des gens où c'est tombé du ciel, etc. Tant mieux. Mais moi, j'ai pas construit mon succès autrement que par le travail et la présence et la visibilité et tout ce qu'on connaît pour que ça fonctionne. Bien sûr. Et puis en plus, tu nous as dit tout à l'heure que finalement... tu as connu aussi entre guillemets la croissance de l'entreprise avec
finalement des coups, j'imagine des coups durs, puisque jusqu'à 7 ou 8 personnes tu étais monté, et puis finalement tu es redevenu aujourd'hui beaucoup plus Oui. agile. Donc c'est que tu as aussi rencontré sur ton parcours des écueils. J'ai eu autant d'écueils Voilà. que les autres, sans doute autant voire plus. Enfin, des écueils, oui. on en a de toute façon. Ah oui. Et je pense que quand on est entrepreneur, la première compétence, c'est savoir rebondir, savoir se relever. Moi, j'aime bien dire que je suis en trampoline. J'arrive toujours à rebondir. Pourquoi cette décision? En fait, j'ai créé cette boîte avec des salariés parce que j'avais envie de recréer ce côté collègue, etc. Et je l'ai eu, donc ça c'était chouette pour faire les soirées de Noël, les repas à midi, parfait. Mais ce que j'avais complètement sous-estimé, et évidemment c'est comme toujours, il faut l'avoir vécu pour le savoir, c'est la première chose, c'est qu'en fait j'ai plus pu faire le métier que j'aime parce que je suis devenue un manager, un ressources humaines, un comptable, un financier, enfin j'ai fait toutes ces tâches inhérentes au patron de l'entreprise. Et moi, j'étais pas assez grande encore pour avoir un directeur financier, une DRH, etc. Donc, j'ai commencé à faire toutes les tâches que je n'aime pas et à déléguer le marketing, la com, tout que toi tu aimes faire. à mes équipes. Ok, bon. Et même la relation client, enfin, tout ce que j'adore, je le faisais presque plus. Ça, c'est la première chose, c'est que je me suis éloignée du métier que j'aime. La deuxième chose, c'est qu'il y a une pression incroyable de motivation des troupes, j'étais le sourire, j'étais le capitaine, j'étais tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, c'est lourd aussi. C'est que du lundi au vendredi, t'es sur le pont, tu motives, etc. Quand toi t'as un coup dur, faut pas que t'en parles. T'es le patron, t'es celui qui va bien, t'es celui qui. La fameuse solitude de l'entrepreneur. C'est pas une légende. C'est pas une légende du tout. Non, complètement. Après, il y avait aussi, évidemment, je parle de pression. Il y a aussi la pression salariale. Ça veut dire que t'as des charges énormes et que la personne travaille bien, vite ou pas, la charge reste la même. Et là, j'ai vraiment été confrontée à une faille de rentabilité où il y a certains mois où en fait, il y avait juste pas assez pour payer tous les salaires. Ça, la trésorerie, la fameuse trésorerie. Et ton mari, en spécialiste de la finance, t'a aidé et en te disant alors attention à ce qui va se passer. Non, je n'ai jamais voulu confronter mes problèmes entrepreneuriaux, je les ai pas ramenés dans la famille. Par contre, je suis capable de calculer. Puis quand à chaque fois tu dois sortir de tes propres économies, de ta poche pour financer ta boîte, il y a un moment où tu dis. C'est pas jouable. Mais je me suis fait accompagner pour ça aussi parce que moi je suis un peu trop optimiste et je me disais toujours ça va aller. Oui, ce mois-ci c'est tendu parce que oui, mais ça ira mieux, etc. Et puis j'ai une incroyable que j'ai aussi rencontrée d'ailleurs sur LinkedIn qui s'appelle Laure, qui a mis le nez dans mes chiffres. Ouais. Et là, aïe. Elle m'a dit, en fait c'est parfait, elle a pas tourné autour du pot. Elle m'a dit Sachine, ton entreprise n'est pas rentable. C'est ça. Tous les mois, tu fais du bouche à bouche à ta boîte pour la maintenir. Assurer la trésorerie. Et ok, la première année, ok, la deuxième année, ok, la troisième année, ok. Et tout d'un coup, je me suis dit, en fait, moi qui travaille énormément, qui rentre évidemment beaucoup de factures, je me suis dit, mais en fait, si j'avais moins de charges, je pourrais avoir... En fait, moi, je gagnerais mieux ma vie. Beaucoup plus de rentabilité et de marge, bien sûr. Donc en fait, c'est tout un ensemble de choses qui font que je me suis rendu compte après 4 ans que ma boîte ne m'apportait pas tout ce dont je rêvais et que plus de légèreté me permettrait juste de vivre mieux, mais dans tous les sens du terme. Je parle pas que de finances, je parle aussi de légèreté, d'avancer à ma vitesse. Quand j'ai envie de mettre un coup de collier, je le fais. Quand j'ai envie de ralentir le pied, je sais pas, de profiter de 2, 3, 4 semaines de vacances en été, du coup, je facturerai pas. Mais du coup, à moi de piloter ma trésor, etc. Donc voilà. Et en fait, Sachine, ce que tu dis, je fais un petit coup de projecteur. Ce qui est très important de comprendre, parce que je connais ce sentiment-là aussi, c'est que en fait, tu te retrouves avec une structure où en fait, ça vient gréver complètement tes capacités d'investissement et de créativité. Donc en fait, tu travailles beaucoup
pour avoir un truc qui est tout juste à l'équilibre à peine, et t'as plus aucune capacité d'investissement pour investir sur des choses qui pourraient te plaire, etc. Donc en fait, c'est un non-sens économique et entrepreneurial. Tu as envie de faire des choses, tu veux être dans l'action, tu as une forte créativité, tu voudrais lancer des projets, et en fait, t'as pas les capacités d'investissement parce que comme ta marge elle est pas au rendez-vous, que tu as une très mauvaise rentabilité, bah en fait, tu ne fais que travailler pour être pile poil à l'équilibre, et en fait, tu génères jamais de bénéfices. Ouais, pour rester à flot. C'est ça. Et en fait, ça m'a occasionné, tu vois, des nuits sans sommeil. Oui, bien sûr. Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'avoir des nuits sans sommeil parce que je sais pas comment payer les salaires. J'ai envie d'avoir des nuits sans sommeil parce que t'as un truc à solutionner, t'as un client qui a un problème. J'ai envie de solutionner les problèmes de rentabilité de mes clients, les problèmes de croissance, etc. Et j'avais l'impression que je mettais mon énergie au mauvais endroit. Je pense que c'était et c'est souvent des choses qu'on veut pas nécessairement voir, tu vois. Quand toi t'étais associé avec d'autres ou t'étais toute seule actionnaire principale? J'ai toujours été seule. Ouais, J'avais que des employés. C'est ça, c'est-à-dire que tu vois, moi si je compare un petit peu dans mon cas, moi j'ai toujours eu des associés. Donc en fait, mine de rien, même deux, tu vois, bon on a été jusqu'à plusieurs, mais même un deuxième associé, ça change beaucoup de choses, mine de rien, parce que dans l'analyse de ce qui se passe, dans la situation, etc. Bah t'es plus, tu vois, t'es plus toute seule à ne pas nécessairement voir. Et puis c'est vrai que parfois on veut pas voir la chose, hein, tu vois, on est voilà. Ah mais moi j'avais des œillères, et en fait à la fin de la première année je me suis dit il y a un truc qui joue pas. On travaille comme des fous. Je sais que je suis compétente dans mon métier. J'avais 8 ans d'indépendance derrière moi, donc je savais. Je me suis dit ok il y a un truc qui joue pas. C'est la première année, c'est normal. La deuxième année, à l'été, donc ma boîte avait 1 an et demi, c'est là où j'ai fait appel à Laure pour avoir un regard extérieur. Et c'est quoi, c'est une DAF, c'est une experte comptable, c'est quoi son... C'est ça. Elle est à la fois directrice financière et elle avait un programme, d'ailleurs qu'elle a toujours, mais pour apprendre aux entrepreneurs à piloter leurs finances. D'accord. Et là, donc, elle m'a annoncé que ma boîte était pas rentable. Et là, j'ai eu besoin d'une année pour accepter de me le dire. Et heureusement que toutes ces années, j'avais pu mettre un peu de sous de côté pour pouvoir tenir. Donc, j'ai mis une année à pouvoir me le dire et ensuite, j'ai mis une autre année à pouvoir le dire à mes équipes. OK, notre boîte aujourd'hui, elle n'est pas là où elle devrait être. Il va falloir qu'on mette des choses en place. Donc, et moi, j'ai toujours été transparente sur les chiffres, etc. Quand on gagnait un client, notre facturation, voilà. Et là, j'ai dit, il faut qu'on mette des choses en place, il faut qu'on fasse de la prospection, il faut qu'on fasse, etc. Et en ligne de mire, si on n'arrive pas à changer les choses, malheureusement, certaines personnes vont perdre leur emploi. Donc, j'ai vraiment formulé le truc. Il va falloir prendre des décisions qui vont bien. Et après, j'ai pas licencié tout le monde en même temps. Hein, ça s'est fait une par une. Je connais pas du tout l'environnement sociétal, entrepreneurial en Suisse, mais j'imagine que c'est comme en France avec les licenciements, les charges, le plan d'éventuellement de reconversion. Nous, on a en France un truc qui s'appelle le CSP, le contrat de sécurisation professionnelle, où tu es censé proposer une alternative à une formation, etc. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Et en fait, ce que les gens en Suisse comme en France, j'imagine, ça doit être la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que se séparer de quelqu'un, ça coûte du pognon. Et c'est ça le drame aussi. Hein. En Suisse, c'est beaucoup plus simple. Il y a un préavis, mais il n'y a pas les plans dont tu parles, etc. Juste, il y a un préavis et la personne, selon, c'est 3, 4, 5, 6 mois, ça va dépendre. Bien sûr. Tu vas devoir couvrir son préavis et ensuite tu te quittes bons amis. Et nous, on s'est vraiment quitté bons amis. Et pour la petite histoire, la dernière salariée est devenue ma freelance. Donc on n'a pas stoppé la collaboration, mais on l'a fait dans un autre modèle économique qui a ajouté de la légèreté pour moi. Yes. Donc voilà. Et puis après, il y a des contrats qui se sont terminés. On avait des stagiaires. Donc, tu vois, il y a eu plein de cas de figure. J'ai pas licencié 7 personnes d'un coup. Hein. Je suis pas un nettoyeur. Eh bien, écoute, je peux te comprendre parce que c'est difficile de se séparer des personnes. Moi, par 2 fois, j'ai nettoyé, mais d'un seul, 15 personnes à chaque fois. D'accord? Mais tout le monde. C'est-à-dire que tu licencies tout le monde en même temps. 15 personnes, 2 fois. Donc ça fait 30 personnes en tout. Je peux te dire que je les porte, les boules, je les porte encore, ça fait plusieurs années, dizaines d'années. Encore maintenant, c'est pas guéri. Hein.
le cœur, l'âme, parce que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Hein. On n'est pas des capitaines d'industrie qui licencions 1200 personnes comme ça avec un tableur Excel. C'est pas. Moi, c'est pas c'était simple. un échec. En fait, c'était un échec personnel de me dire j'ai engagé des gens, je leur ai offert un travail et maintenant je le leur retire. Donc c'est moi-même que je remettais en question en disant j'ai pas été capable de les nourrir comme je l'avais promis. Mais après, ça c'est ma vision, tu vois, quand je veux un peu jouer, voilà, m'auto-flageller. Et puis après, voilà, c'est comme ça. La toute première, elle a même pas eu le temps de faire son préavis, qu'elle avait trouvé un job génial. Elle est partie la semaine suivante. Donc en fait, tout s'est super bien terminé. Oui. Globalement, non mais c'est pareil. Moi, c'était la première fois, c'était pas nécessairement dans l'univers de la tech, mais les personnes ont retrouvé, oui, comme tu dis, de très rapidement. Mais c'est vrai que c'est très lourd à porter pour un entrepreneur. C'est très compliqué. Ouais, c'est très. Mais c'est bon. Maintenant, je suis remise de tout ça. Oui. Et bien sûr, mais en plus c'était, de toute façon, ça fait partie du chemin, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que souvent, je rappelle autour de moi aux personnes que il faut pas oublier de profiter du chemin et pas être seulement focalisé sur l'objectif à atteindre. Parfois, une vie se passe sans que tu aies atteint ton objectif. Donc, si t'as pas profité du chemin, alors là, entre guillemets, tu vois, t'as tout raté. Donc, c'est hyper important d'être là-dessus aligné, quoi. Pour faire un parallèle avec le nom de ton podcast, Je ne perds jamais. En fait, ça me permet aujourd'hui de savoir ce qui me convient, ce qui me convient pas, ce que j'aime pas. Je sais que patron d'entreprise avec beaucoup de management, j'aime pas. Moi, j'aime mon métier, etc. Donc, en fait, je suis mieux dans une petite structure agile avec plein de freelance pour monter des projets, des équipes selon les besoins, mais pas, on se voit une fois par semaine, on fait des réunions. Moi, le suivi de projet, c'est la hantise de ma vie. Je déteste faire ça. Mais quand t'as des salariés, t'as pas le choix. Il faut gérer les projets, il faut faire le suivi, les délais, etc. J'aime pas. Donc, en fait, là où j'ai rien perdu, c'est que je suis beaucoup plus au clair sur mes forces, je suis beaucoup plus au clair sur mes zones de plaisir. Et en fait, l'idée, c'est quoi? Si t'as une boîte, c'est quand même pas pour, excuse-moi le terme, c'est pas pour te faire chier, faire des trucs que t'aimes pas. Clairement. Ta boîte, elle doit être au service de là où t'es bon, de là où t'excelles, de tes zones de génie. Donc, j'ai rien perdu parce que j'ai appris sur moi, mes besoins, et je ferai pas deux fois les mêmes erreurs. Et puis il y a quelque chose que tu as dit et que tu as ressenti et que moi je me classe aussi dans cette catégorie-là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les entrepreneurs de 0 à 1 et plus. Et de 1 à 10 et de 10 à 100, c'est déjà d'autres étapes. Et c'est vrai que moi je l'ai aussi appris un peu dans la douleur et à mes dépens, qu'effectivement je suis plutôt quelqu'un de créatif comme toi. Et quand je grossissais, je n'aimais pas ça parce que je devenais un gestionnaire, un dirigeant, le fameux dirigeant, tu vois, au lieu d'être un leader, la notion de dirigeant, et tu passes ta vie en management, tu passes ta vie en RH, tu passes ta vie en réunion stratégique, etc. Et tu n'es plus, toi, une force de production créative. Oui. Et ça, il faut quand même avoir conscience qu'à un moment donné, c'est souvent lié à l'échelle de la société. C'est comme ça, c'est mécanique. Oui. Quand tu es une boîte de 50 personnes, désolé, mais le CEO, non, c'est plus lui qui est censé être le directeur artistique ou le directeur de la création de la boîte, quoi. Non, il est PDG, quoi. Donc faut juste l'accepter ou pas. Oui. De nouveau, comme si j'avais eu des échelons hiérarchiques avec des directeurs de département de ces tâches qui me conviennent pas, top. Mais pour ça, il fallait encore gravir quelques échelons et quelques millions. Et en fait, moi, j'ai choisi de m'arrêter avant d'atteindre ça. Parce que j'aime faire, parce que j'aime, garder la relation avec mes clients. J'aime m'occuper de ma com LinkedIn, j'aime rencontrer des gens, j'aime faire ma prospection. Enfin, j'aime tout ça à une échelle petite. Oui, et puis de toute façon, quand tu as un esprit comme ça, très très créatif, très ouvert, en fait, c'est quelque chose qui te nourrit complètement. Donc, comme tu dis, il y a cette fameuse histoire de zone de génie. Toi, finalement, tu es une passionnée et une experte du marketing, et donc c'est une vraie discipline de production. Et donc, c'est là-dedans que tu t'épanouis en fait. Donc, pourquoi effectivement te forcer à, comme tu dis, si tu n'atteins pas les tailles critiques
hiérarchique, de middle management et de hiérarchisation, bah, t'arriveras pas à pouvoir à nouveau te consacrer à ce qui te fait voilà tressaillir au niveau de compétences et disciplines. Et puis voilà, moi j'avais perdu ma liberté. Tu sais, quand tu as des salariés, tu dois aussi être le modèle. Le premier au bureau, le dernier, etc. Oui, Moi, je veux faire ce que je veux de mes journées. Si je veux aller au coiffeur ou je sais pas, m'offrir un massage en cœur de journée, j'ai envie que ce soit possible, sans après devoir rendre des comptes, etc. Et que, enfin voilà, il y a ce côté de montrer l'exemple, faut que tu sois le premier au bureau, le dernier. Enfin, il y a ce côté-là. Et en fait, moi, j'ai besoin de liberté. J'ai plus l'âge de devoir justifier mes horaires. Et c'est en fait, Sachin, c'est inversement proportionnel. C'est-à-dire que si tu veux avoir de l'agilité, de la liberté, et on est sur les nouveaux modèles d'exécution et de l'entrepreneuriat qui sont cette émergence du solopreneuriat. Le solopreneur qui n'est pas un consultant, qui n'est pas un freelance, c'est un entrepreneur de lui-même, seul, mais par contre qui est capable d'abattre des grands projets. Pourquoi ? Parce qu'il s'entoure. Il va s'entourer de sous-traitants, d'autres freelances, de collectifs de freelance. Il y a différentes formes comme ça de disciplines qui ont commencé à émerger fortement. Et en fait, là, tu as toute ta liberté, toute ton agilité. Et moi, je vais te dire un truc. Comme certains entrepreneurs américains, avec désormais l'arrivée des prouesses technologiques telles que l'IA, je pense qu'on va voir arriver dans les tout prochains mois, j'allais dire, voire années, d'ici 2-3 ans, je pense qu'on va voir arriver les premiers milliardaires solopreneurs. Parce qu'aujourd'hui, avec les IA, avec les agents et avec le fait de réunir autour de toi plusieurs collaborateurs externes, ce sont plus des salariés, cette nouvelle forme de travail va permettre des choses incroyables. Et ça, c'est vraiment un mouvement de fond sur l'organisation du travail qui, par ailleurs, va se faire complètement dynamiter la figure, puisque on va en parler. D'ailleurs, ça va être un petit peu un des sujets qu'on peut évoquer, c'est que j'appelle ça les métiers du chiffre et les métiers de la lettre, la communication, le marketing, etc. Ce sont des disciplines qui se font particulièrement secouer avec l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, pour poser un peu le débat, on est sur des IA, il y en a de différentes formes, mais on est sur des IA qui ont des niveaux de réflexion et des niveaux intellectuels qui, clairement, mènent la vie dure à un simple stagiaire ou à quelqu'un qui est en apprentissage. Moi, je le vois de manière très concrète. J'ai arrêté de prendre autant de stagiaires et de personnes en alternance qu'avant l'IA. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec vitesse, parfaite exécution, parce que évidemment on est des gens seniors et donc on sait, on a une vraie expertise et donc on sait dialoguer, on sait prompter comme on dit, le fameux prompt. Donc on sait prompter avec les IA et franchement le résultat qu'on obtient, il est vraiment, mais vraiment bluffant quoi. Et les métiers du marketing et de la créativité, tu vois, la photo, la vidéo, le marketing, la communication sont bien bousculés. J'imagine que toi, tu as dû peut-être jouer un petit peu aussi avec. Tu es capable aujourd'hui d'obtenir une copie stratégie d'un plan de lancement marketing avec qui tu veux, avec GPT, Mistral, Claude. Tu me donnes 2 heures, je te sors un plan marketing que tu achetais à une agence stratégique 500 000 balles quand tu étais chez L'Oréal. Alors moi, je suis pas autant tranchée que toi. Parce que, alors le temps gagné est infini et incroyable. Il est dingo, ouais. Et le rendu est bluffant aussi. Et moi, je me forme tout le temps pour mieux maîtriser la machine. Dans nos métiers, on est obligé, tu vois, dans nos métiers. Toutefois, il y a quand même ce côté de la longue expertise, la longue expérience qu'on a qui nous permettent de tout de suite zioter en disant ça c'est pas cohérent, ça va pas, etc. Et du coup de hyper converser et confronter la machine. Donc moi je me sens absolument pas remplaçable par une machine, mais je me sens très aidée par la machine. Donc quand tu dis pas de stagiaire, etc. Effectivement il y a plein de tâches. Là je suis en ce moment dans le sujet de la vidéo. À l'époque, faire des sous-titres, est-ce que tu te souviens ? Tu écoutes, tu écris, etc. Et maintenant, le temps qui génère, tu comptes jusqu'à 60 secondes et c'est fait. C'est vrai. Par contre, après, il y a un moment où toi, tu dois regarder le rendu, les effets, les cuts, les etc. Donc, il y a plein de tâches qui sont super bien remplacées
Et puis après, si tu le laisses tel quel, et c'est ça que j'apprends beaucoup à mes étudiants, tu peux pas juste prendre ce que te donne la machine comme argent comptant et te satisfaire de ça. Faut à la fois challenger, prompter, mais tu vois, genre itérer encore et confronter, lui dire ça j'aime pas, etc. Moi j'aime beaucoup les grands spécialistes de ChatGPT qui sont sur LinkedIn qui disent je lui demande toujours d'abord de vérifier ce qu'il connaît sur le sujet. Quelles sont les erreurs à éviter? Tu chauffes la machine. Mais ça c'est parce que nous on a cette longue expérience et qu'on est capable de dire attention. Tu vois, on guide la machine. Et puis après le rendu, par contre là je vais utiliser juste ma cervelle. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, par exemple, moi, tu as les métiers de l'écriture, il y a énormément de gens qui me disent, mais ton métier est mort. Ben non, en fait. Parce que ce que j'apporte à mon texte... Pas encore. On va avancer, mais pas encore. Mais elle grandit plus vite que nous, la machine. Plus vite, mieux, etc. Donc, ça marche de progression. Souviens-toi les textes de ChatGPT du début. Avec les majuscules à tous les mots, etc. On est d'accord. La fusée emoji et les superlatifs, etc. C'est très clair. Elle s'affine à fond la caisse, mais le côté de l'unicité, toute cette touche, tu me vois pas. Enfin, on est. Moi, dans je sais un pas ce que t'en podcast. penses, Sachine, mais moi, j'ai un avis là-dessus assez tranché. Je considère que les meilleurs utilisateurs des IA et ceux qui en tirent la quintessence, en fait, ce sont nous, ce sont les gens de notre génération à nous, parce que on est hyper éduqués et hyper experts de nos domaines d'activité. Mais tu vois, je considère que les jeunes qui arrivent maintenant et qui n'ont pas d'expérience, en fait, ils peuvent pas obtenir les mêmes résultats que nous on obtient avec les IA, parce qu'ils n'ont pas le sens critique, ils n'ont pas le recul. Tu vois, ils n'ont pas cette notion que tu viens d'évoquer là, qui est très importante, et je vais donc enfoncer le marteau. Quand on fait une requête à ChatGPT, n'oubliez jamais que les mauvaises réponses sont dues aux mauvaises questions. Point à la ligne. Et qu'une conversation avec ChatGPT, ce n'est pas un prompt d'une phrase qui lui demande quelque chose. Et quand il répond, on dit ah ouais non c'est pas ça du tout. Mais non, moi j'ai des conversations en voice. D'ailleurs j'utilise la fonction voix parce que tu sais que petit clin d'œil, tu sais que je marche beaucoup tous les jours. Et donc moi j'ai une grande partie de ma journée où en fait je ne suis ni au clavier ni à l'écrit, je suis à la voix. Je pilote des business entiers, des réflexions, etc. Mais qui durent 2 heures. C'est-à-dire que je parle 2 heures en marchant avec ChatGPT notamment. Et en fait j'ai une véritable conversation qui dure 2 heures avec approfondis tel sujet, regarde ça, etc., etc. Et quand j'arrive ensuite au bureau et que je récupère tout ça c'est récupérable par écrit sur l'ordinateur. Et en fait, c'est un vrai travail de réunion de travail, de brainstorm, d'approfondissement, d'aller piocher telle et telle information, etc. Et c'est jamais une question, une réponse, et allez hop, ça y est, c'est bon, j'ai fini, sors-moi, tu vois, un plan éditorial de 15 posts LinkedIn pour 15 jours. Non, c'est pas comme ça, hein. Vous n'allez pas obtenir un résultat efficace en une question. Mais c'est comme dans tout, tu vois, tous ces jeunes marketeurs qui ont 20 ans, qui arrivent et qui ont tout compris, etc. En fait, avec le recul de notre longue expérience, ces gens qui ont déjà du vécu, là, je vais dire, oui, mais ton ciblage, oui, mais ta segmentation, oui, mais regarde. Et les fondamentaux, nous, on a appris nos métiers à une époque où il y avait que les fondamentaux, parce qu'il n'y avait pas d'IA, il n'y avait pas, etc. Et moi, je les utilise toujours aujourd'hui, bien sûr, mais au service de ces nouveaux médias qui vont hyper vite. Et je crois vraiment que nous, on a toute notre place. Et probablement, c'est une chance qu'on ait pris le train du digital et de l'IA, etc. en marche. Parce que peut-être que des gens de nos générations ont dit, ouais, mais ça, c'est pas pour moi. Et nous, le fait qu'on peut maintenant allier les deux, je pense que c'est une vraie chance. Ah, clairement. Non, mais je pense que on est. D'ailleurs, parfois, je me dis que notre mission consiste à justement faire ce trait d'union, parce que tu vois bien. Les jeunes générations maintenant, avant on parlait des digital natives, et maintenant on parle des IA natives, quoi, AI natives. Aujourd'hui, nos enfants, en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, ils prennent un peu trop souvent et trop rapidement tout pour argent comptant, quoi. On pose une question à n'importe qui, à une des IA, et puis il n'y a pas de principe de vérification, d'approfondissement du sujet, etc. Et donc ça nous crée des vrais sujets
de problèmes de désinformation, de l'histoire et de connaissances qui va se perdre, qui va se mélanger, qui va se tronquer. Ça peut provoquer des choses qui sont relativement, tu vois, graves par rapport à notre parcours sur ce petit caillou, cette petite planète, quoi. On en revient à l'esprit critique, la distance, etc. Que je pense que notre rôle aujourd'hui dans l'éducation, dans la formation, etc., c'est surtout ça. Attention à ce que vous donnent les machines, attention à garder votre bon sens, attention à croiser l'information, etc. Bien sûr. Par contre, c'est vrai que toi alors moi je fais comparativement à toi, je suis spécialiste du marketing digital. Moi, c'est le marketing digital, conception de produits, logiciels, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que sur les capacités de préétude, de réflexion, d'analyse documentaire, etc. En fait, pour nous, c'est vraiment une puissance inimaginable, tu vois, dans nos mains à nous, d'experts et de professionnels du marketing. C'est vraiment des outils de productivité, mais juste incroyables. Parce que, comme tu dis, on a la compétence, on a le socle ancestral du marketing et de la com, et dans nos mains à nous, pour le coup, c'est-à-dire que une tripotée de professionnels du marketing que tu réunis dans une salle et tu leur mets en assistance des IA, là on a des capacités de production et de sortie de livrables qui sont juste exponentielles. C'est incroyable, quoi. Oui, et moi, je suis de loin pas aussi éduquée, expérimentée que toi. Moi, je suis encore au balbutiement des prémices et déjà là, je vois la puissance. Ah ouais, c'est fou, quoi. Et puis moi, c'est clair. Et puis moi, je continue à explorer. De toute façon, test and learn, comme on dit. Rien n'est jamais acquis. On est sur un principe aujourd'hui d'éducation où le fait est que tout notre système d'organisation, de vie, des emplois, les sujets de revenu universel, parce que souvent je rigole, mais parfois jaune, en disant attendez, comprenez bien que l'IA, il y a quatre paliers d'IA. Il y a l'IA logiciel, il y a l'IA hardware, l'IA dans les machines, parce que jusqu'à présent on parlait beaucoup d'objets connectés, mais désormais les objets ils sont pas seulement connectés, ils sont avec de l'IA dedans. Ça change beaucoup de choses, C'est le IoT, c'est pas du IoT avec IA. C'est déjà un autre stade, t'es d'accord? Donc ça, c'est le deuxième niveau des IA. Ce sont des IA hardware, et donc on va avoir de l'IA partout, dans tous les produits, du stylo au frigo, en passant par ce que tu veux. Ensuite, on a la robotique, avec de l'IA dans des robots. Bon, ok, parce qu'avant, ce que les gens doivent comprendre, moi j'ai fait un peu cette filière-là d'automatisme. Un robot, c'était un programme. Tu lui donnais des consignes et ton bras articulé, il faisait ce que tu lui avais demandé. Mais c'était un programme, il n'y avait pas d'IA dedans, d'accord? Sauf que maintenant, on est sur de la robotique, mais avec de l'IA dedans. C'est encore le stade d'après, d'accord? C'est comme les objets connectés. Objets connectés, c'est connecté à Internet. Sauf que maintenant, ils sont connectés, mais en plus, il y a de l'IA. C'est pas pareil. Donc, troisième étage, la robotique. Et puis, le quatrième étage que les gens ne voient pas venir, le quantique, la puissance de calcul. C'est-à-dire que la puissance de calcul tout seul, ok, ordinateur quantique, très bien. Mais quand tu mets de l'IA dans du quantique, mais alors là, en fait, nous, petits humains, et même si tu as la capacité à penser out of the box, comme on dit dans le marketing, on est incapable d'imaginer ce qui va se passer en ayant de la puissance du quantique avec de l'IA dedans. Donc l'IA, c'est 4 étages, c'est quatre couches. C'est l'IA, ChatGPT, le logiciel, tout ça, super. C'est l'IA dans donc les matériels, les hardware. C'est l'IA dans la robotique et c'est l'IA quantique. 4 étages. Je peux te dire que tous nos métiers, tous les métiers de lettres, sciences humaines, marketing, com, finance, etc. Tu vois, quand tu as analysé avec l'or ta compta, ta trésor, etc. Aujourd'hui, tu fais ça en 15 minutes. Tu prends tes plans comptables, tes chiffres et bidules et tout, tu les fais mouliner à qui tu veux, à une IA, et je peux te dire qu'il te sort la photographie de ce qui va pas, pourquoi, comment, tout nickel. Donc c'est vrai, on est vraiment en train de se faire bouleverser. Et d'ailleurs, ça nous amène à ton amour et ta passion des livres, puisque comme j'étais embêté avec cette IA pour écrire, au départ, je voulais écrire un livre scientifique et d'entrepreneur sur l'IA, mais je me suis, si tu veux, rendu compte très vite que j'étais limité dans ma capacité intellectuelle à imaginer un futur. Donc, j'ai décidé de passer au roman de science-fiction.
Donc désormais, le livre que je suis en train d'écrire, c'est un roman de science-fiction sur l'IA. Voilà, et donc c'est prévu que je te envoie un exemplaire, toi qui es une amoureuse des livres. Il faut quand même savoir, pour la petite anecdote, que on a eu une discussion presque acharnée avec Sachine sur le fait que quand elle voyageait, elle se prenait quand même une valise de livres, alors que moi je lui disais, mais non, ça va pas la tête, moi j'ai ma Kindle avec 5000 livres à l'intérieur et ça va très bien. Mais tu sais, Donc c'est un vrai sujet. le jour où on s'est disputé à ce sujet, Discuter, t'as bien grand mot. Hein. avec gentillesse et avec le sourire, en fait, j'ai mis le doigt sur pourquoi je n'ai pas accroché aux livres numériques. En fait, moi, je passe mes journées, et donc, je sais pas, 16 heures, 18 heures, derrière des écrans. Et le livre est pour moi un loisir. Tu le sais peut-être, mais moi, je lis pas de livre business. Si je lis un livre business, ça va être assise au bureau avec un stabilo pour prendre des notes. D'accord. Quand moi, je parle de lecture, on parle de loisir. Donc, j'ai besoin de faire autre chose que d'être derrière un écran. Bien sûr. Et le fait d'avoir du poids dans les mains, d'avoir la sensation, l'odeur, tout ça, en fait. C'est un tout, quoi. C'est vraiment un tout. L'objet livre me met dans un autre mindset, dans un autre état d'esprit. Donc, j'ai bossé jusqu'à, je sais pas, 23h30, tard. Et après, il y a plus d'ordi, il y a plus d'écran, il y a plus de machine. Mes yeux suivent des lettres et des mots sur le papier avec l'objet dans les mains et je le referme. Et j'ai fait ma transition entre boulot et dodo parce que je pense que sinon, j'arrive au lit et ça mouline encore. Ton cerveau, il est en ébullition, quoi. Ouais, ce qui m'arrive souvent. Je dors très peu, mais les quelques heures sont hyper efficaces en termes de récupération. Donc, pour cette raison, j'ai besoin de pouvoir, vraiment couper. Donc, j'ai pas accroché à la liseuse. Moi, j'avais une liseuse Kobo. D'accord, Kobo, ouais. Et en fait, j'ai pas aimé et j'ai réussi à mettre le doigt en me disant mais pourquoi t'aimes pas? Parce que t'as raison en termes de poids, en termes d'argent. Je veux dire mon budget livre, j'ose même pas en parler. Hein. Vaut mieux pas scruter la trésorerie. Non, parce que moi j'aime bien les livres papier, j'ai besoin de les avoir aussitôt qu'ils sortent et j'ai besoin de les garder. Donc pas de bibliothèque ni de prêt, etc. Donc voilà, budget livre. Donc voilà, écoute, c'est ma manière de lire, mais parce qu'elle répond à un certain besoin qui est vraiment celui de la détente, de la déconnexion et de la... Par rapport à toi, j'ai une approche de la lecture qui se fait à 3 niveaux puisque j'ai toujours un petit peu de livres papier. Mais c'est évidemment la partie la plus petite chez moi. Et après, j'ai beaucoup basculé sur l'audiobook, puisque étant passé à la voix, moi je suis beaucoup passé à la voix par rapport à ma pratique de la marche de plusieurs heures tous les jours. Donc tout est passé à la voix, y compris les livres, ce qui est une pratique tout à fait différente déjà par rapport à l'objet, par rapport à tout ça. Bon, voilà, j'ai développé un vrai, si tu veux, une vraie appétence pour la voix. Donc c'est de l'audiobook. Et puis après, il y a le côté livre numérique, la Kindle, la fameuse Kindle. Moi, la réponse que je te faisais à l'époque était purement sur un axe très pratico-pratique. C'est vrai que ce que je te disais d'ailleurs, qui était la petite cerise sur le baba au rhum, c'est que je suis passé à la Kindle Scribe, qui est donc la version Kindle où on peut écrire dessus. Et ça, pour toi qui aimes aussi l'écriture, c'est magique. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert ça parce que j'ai eu cette sensation papier que je n'avais jamais trouvé sur la moindre tablette à stylet de ma vie. Là, ce truc-là, il est sorti, t'as un petit stylet, t'as la Kindle et tu peux écrire dessus. Et donc, tu sais comme moi que le cerveau est relié directement. Et donc, pour écrire, franchement, c'est vachement mieux d'être tout de suite avec le stylo plutôt qu'avec un clavier, téléphone, tablette ou ordinateur. C'est sans commune mesure. Et donc, évidemment, le côté très pratico-pratique, ce qui a été génial pour moi, c'est de me dire, clac, à un clic dans ma petite Kindle, j'ai tous les livres, j'ai les milliers de livres qui sont là, que je peux emmener partout avec moi. Et en un clic, je me retrouve dans la partie écriture et je remplis mes petits dossiers, mes petits trucs. C'est comme comme un explorateur de dossiers Windows, etc. Et donc, moi, j'ai des milliers de notes. Les newsletters, les posts LinkedIn, les idées, le journal de bord, peu importe. Je suis en train de lire quelque chose, un livre ou quoi. Alors, évidemment, il y a les fonctions notes, Stabilo Boss dans Kindle, etc. Mais surtout, je passe à l'écriture, tu vois, de manière quasi instantanée. Et ça, pour moi, c'est magique. Cette expérience-là, on a parlé de toi. Tu as, pour ton fils, je crois, tu réfléchissais à Remarkable. Le Remarkable, voilà, c'est ça. Il a. Tu vois.
Et franchement, ce truc-là, moi, je la traîne partout avec moi, la Kindle là. Mais je comprends parfaitement ton appétence et ton goût pour cette histoire de livre, de l'objet, du tourner la page, du papier. Je comprends parfaitement. Mais tu vois là, si on maintenant, moi je regarde toujours par rapport à l'objectif et aux besoins. Et typiquement là, quand tu me parlais de prise de notes, tu vois, de aussi l'immédiateté, de j'ai lu quelque chose, je prends vite une note, je surligne, etc. Dans ce cas, on n'est pas pour moi dans la fonction de la lecture détente, mais dans une fonction c'est ça. Boulot, efficacité. Et il est tout à fait possible que que moi aussi je m'offre une Kindle Scribe ou bien un Remarkable pour pouvoir prendre mes notes, etc. Justement, ouais. Mais du coup, je le mets pas dans la même famille. C'est pas la même catégorie de loisirs. C'est-à-dire que ça, là, c'est vraiment du temps que tu prends pour toi, pour te plonger là-dedans, dans cette lecture, dans cet imaginaire. D'accord. Oui. Tu as, toi, la lecture pour toi, c'est quelque chose qui t'est venu enfant tout de suite ou c'est comment? Minuscule. En fait, toute petite, ma maman me lisait. Tu vois, à l'époque où je savais pas lire. En fait, j'ai encore des souvenirs de, tu sais, par exemple, d'avoir été malade à la maison avec la varicelle et d'avoir ma maman à côté de moi sur le lit qui me lit des histoires. Wow. Et puis après, très rapidement, je les ai pris et on allait au restaurant. Moi, j'ai une petite sœur, mais qui était la semaine interne. Donc, en fait, moi, j'ai dans un internat, d'accord, oui. J'ai beaucoup été seule. Ouais, elle venait le week-end, en fait. J'ai beaucoup été seule avec mes parents. Donc, en fait, tu vois, t'es au restaurant, ben, toi, tu bouquines. Et je l'ai jamais perdu. Je suis devenue une nana qui lit vraiment beaucoup. À un moment, quand j'étais chez S.C. Johnson, on travaillait en anglais. Et là, je me suis dit, bah, moi, je vais lire en anglais. Parce que du coup, je vais exercer mon anglais grâce à la lecture. Et là, j'ai commencé à lire un petit peu moins parce que, alors c'est hyper rigolo, mais j'y trouvais pas le même loisir détente parce que ça me demandait beaucoup de concentration. Puis du coup, j'ai lu de moins en moins jusqu'à ne plus lire du tout parce que le soir, tu vois, je voyais le bouquin en anglais, je faisais flemme. Et ça m'a pris un certain nombre de mois avant je me sentais pas très bien dans ma vie, comme s'il me manquait un truc. Et tout d'un coup, j'ai fait le lien, j'ai dit, mais tu lis plus, ça a toujours fait partie de ta vie, tu lis plus, du coup, tu t'inspires plus, il y a pas cette soupape. Et j'ai réussi à mettre le doigt dessus. Je me suis dit, mais c'est parce que l'anglais, ça t'embête. Et là, je me suis dit, bah, en fait, tu vas arrêter de te forcer. Tu vas retrouver la lecture pour ce que c'est, de la détente. Et pour ça, j'ai besoin de facilité. Donc, je lis des romans. Tiens, je vais pas le soir lire un essai, de la philosophie ou un livre business. Non. C'est le moment où je vais me plonger dans des histoires, de la créativité, de l'imaginaire. Tu vois, je me réjouis de lire ton livre de fiction. J'ai besoin de tu lis tous les genres. Ouais. Soit par période, je vais avoir envie de varier. Après un bon policier, j'ai envie d'une romance, etc. Soit il y a un truc que j'adore faire, c'est que quand je tombe sur un livre qui me passionne, du coup, j'ai envie de lire tout cet auteur-là. La série ou la collection qu'il a pu écrire. Ouais, là, j'appelle ça une verticale d'un auteur. Alors, du coup, je vais être longtemps plongée dans un style assez proche. Et puis après, j'ai mes auteurs fétiches. Ils doivent être peut-être une vingtaine. Chaque nouvelle sortie, tu vois, hier, j'ai ramené le dernier Joël Dicker. Tu vois, chaque nouvelle sortie, hop, je l'achète quand je passe devant. Et puis, j'ai voilà, mes auteurs fétiches. Je varie beaucoup dans les thèmes en fonction des sorties, des recommandations aussi. Des suggestions, des gens. Évidemment, quand t'adores lire, il y a plein de gens autour de toi qui adorent lire aussi, et on se fait des recos, on se prête des bouquins, etc. Donc, vraiment tout style, pour autant que ça me permette une lecture fluide. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Pas trop complexe. D'accord. Alors, je lis pas non plus la Bibliothèque rose de quand on était enfant, mais une lecture. Ouais, je vois ce que tu veux dire. L'objectif étant la détente avant dodo, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu lis aussi de la bande dessinée, des bandes dessinées ou pas trop? Bah non. Et je sais que toi, tu es très fan de moi, je suis un passionné de BD. Moi, j'écris. Je suis un peu comme toi. J'ai écrit depuis très longtemps et les gens le savent pas. C'est ma double vie, ma triple vie, ma quadruple vie. Mais je suis scénariste de bande dessinée. J'ai écrit des scénarios de bande dessinée. Incroyable. Non, alors écoute, la bande dessinée, j'ai jamais vraiment connu. Il y avait pas tellement de BD à la maison, il y avait beaucoup de romans, mais pas tellement de BD, donc j'ai pas eu cette culture-là. J'ai probablement pas été entourée de gens qui m'ont invité dans cette culture-là. Alors j'ai lu les Tintins, j'ai lu Astérix, tu vois, j'ai lu des BD,
mais peut-être que je n'y trouve pas le même plaisir littéraire de la phrase construite, du mot choisi. Je sais pas. Et puis, Sachine, il y a aussi un sujet qui dit bande dessinée, dit en fait l'alliance du dessin. Oui. Du décor, des couleurs. Et donc, tu vois, dans la foulée, si j'analyse un peu mon propre amour de ça, je suis particulièrement attiré par le côté créatif des choses. Et donc, moi, très vite, ça dérive sur des univers. L'univers de quoi? Typiquement, que tu retrouves aussi dans des jeux vidéo. Donc, tu vois, la lecture, la bande dessinée, les jeux vidéo, etc. Parce que finalement, c'est un tout. C'est du gameplay, c'est du décor, tu vois ce que je veux dire? C'est de la texture des personnages. Et donc, alors que toi, dans la lecture, tu es sur un imaginaire qui est en fait infini, puisque par essence les mots sans être associés à des images, eh bien tu crées l'imaginaire que toi tu as envie avec les mots. Alors que quand tu es sur une BD, bah tu as les mots certes, mais ils sont quand même l'image est imposée. Ils t'emmènent quelque part. Donc moi je me crée le monde, je crée les personnages, je crée le visuel donc en fait ça me convient. Maintenant, des fois, t'arrives pas à tout expliquer, mais j'ai pas accroché dans la BD, j'ai pas accroché dans la Kindle. J'accroche dans les gros romans sans photo. Voilà. En étant amoureuse comme ça de la lecture et de l'écriture, tu as écrit des livres ou un livre, ou est-ce que tu aimerais en écrire? 6. J'ai 6 romans qui dorment dans un tiroir. C'est vrai? Alors le tout premier, j'ai même pris, en fait, à la fin de S.C. Johnson, j'ai pris du temps pour écrire. D'accord. Dans un objectif en fait, je pense que ma retraite sera la retraite d'une romancière. J'ai vraiment envie de vivre de ça. Et je l'ai envoyé à 2 maisons d'édition, mon manuscrit. Ouais. La première m'a répondu... En Suisse ou international, enfin, on s'en fiche. Une en France, une en Suisse. D'accord, ok. Et j'ai reçu de la première un courrier qui m'était adressé, mais qui parlait pas de mon roman. Ouais. D'abord, c'était un courrier avec énormément de compliments, votre style, etc. Donc moi, je me suis sentie... j'ai été reconnue dans ma vie d'autrice. Et après, elle me parle du personnage Thibaut, qui, au fil des pages, etc. Et là, moi qui suis une personne très juste, honnête, sincère, droite, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah ouais, tu m'étonnes. Et puis après la deuxième, c'était un nom aussi. Moi, j'ai pas de problème avec le nom, hein. Je veux dire, c'est normal d'avoir des refus. J'ai reçu un nom. Et en fait, 3 semaines après, j'ai reçu un nom. Et je me dis, mais en fait, ils savent pas qu'ils m'ont déjà écrit. Et en fait, j'ai pas aimé la manière. Le traitement donné à la réponse, quoi. Que moi, j'avais mis tellement d'amour dans mon roman. J'avais écrit une petite note manuscrite à l'envoi donc j'ai dit, ok, ça, c'est pas pour moi. Comme ça, c'est pas pour moi. Et je me suis toujours dit, bah, si un jour je dois être un auteur publié, je rencontrerai un éditeur, une éditrice qui me dira, j'ai envie de te lire, et qui donnera à mon roman l'attention que moi je lui ai donnée. Bon, il n'est pas impossible que la maison d'édition Je ne perds jamais, je l'ouvre à un autre style que le livre des entrepreneurs. Et si c'est le cas, eh ben écoute, je me ferai un grand plaisir d'éditer tes œuvres. Et après, j'ai décidé de tester l'auto-édition. Ah ouais, cool. Mais du coup, je me suis dit, je vais pas le faire pour mon gros roman. D'accord. J'aimais pas l'idée de le mettre comme ça en ligne, et j'ai écrit une série de 5 nouvelles. C'est pour ça que je te dis, j'ai 6 manuscrits qui se suivaient, et je les ai mis en vente sur Amazon. D'accord. Et là encore, ça s'est pas du tout passé comme je voulais. C'est des nouvelles, chez des nouvelles séparées ou qui se suivent dans la trame. D'accord. Ça se suit. Une trame scénaristique avec des 5 nouvelles qui se suivent. Voilà. C'est la suite. C'est des anecdotes, des tranches de vie différentes des mêmes personnages. Et quand tu dis nouvelle, ça veut dire que le format, nombre de pages, c'est une nouvelle c'est moins de 200 pages. D'accord. Ok. Bon, c'est déjà long pour une nouvelle, hein. Ça respecte pas le code de la nouvelle, mais on va dire des petites histoires. Et là, j'ai donc auto-édité. J'ai fait Amazon, c'est Amazon KDP. Ouais, exactement. Okay. Je m'étais fait accompagner à l'époque, mais je parle d'il y a 10 ans. Hein. Et là, il s'est passé un truc, de nouveau, qui va pas dans mes valeurs, c'est qu'en fait, j'avais des journées à chiffre d'affaires négatif, parce que les gens ont 10 jours pour dire « je n'aime pas, je veux être remboursé ». D'accord. Et en fait, ce que je trouvais horrible, c'est que je ne savais pas si les gens avaient détesté ou s'ils demandaient remboursement juste pour récupérer les sous et acheter la suivante. C'est ça.
Et là, je me suis dit, non, mais moi, je peux pas. En fait, moi, je suis tellement Ce qui est entière. d'ailleurs, soit dit au passage, un travers du comportement d'Amazon avec ses livraisons hyper rapides où en fait, tu prends les gens désormais ont plus aucune conscience d'une notion de transport, etc. C'est livré parfois le jour même, parfois en 24 heures, etc. Et donc, ça a cette espèce de tendance à la surconsommation où tu prends les trucs, tu les renvoies, tu prends les trucs, tu les renvoies et t'as plus du tout une qualité de consommateur sur la... Ouais, je peux te comprendre. Donc, je me suis dit, cette manière de diffuser mes écrits, c'est pas la bonne pour moi. Ça va pas te convenir, ouais. Et à ce moment-là, de toute façon, il fallait quand même que je recommence à bosser, à générer des sous, parce que écrire d'amour et d'eau fraîche, ça suffisait pas. Donc je me suis dit, ça va rester dans un tiroir, et un jour, advienne que pourra. Et je sais que si ça doit se faire, un jour ça se fera. Après, maintenant, probablement que ces bouquins-là correspondent plus à la personne que je suis aujourd'hui, et probablement que si je dois écrire, je réécrirai. Et c'est très cool, parce que j'aime écrire. De toute façon, on a une évolution effectivement qui se fait tout à fait naturellement et tu peux pas écrire et avoir écrit la même chose en fonction de ce que Évidemment tu rencontres, ton environnement, même ton actualité. Tu vois ce que je veux dire, toi, au moment où tu écris quelque chose, il y a toujours des variables environnementales qui impactent voilà, ton mode de pensée, bien sûr. Et j'avais fait les choses comme il faut, tu vois, j'avais ma routine d'écriture quotidienne, j'avais un coach littéraire, j'ai un comité de lecture, j'ai fait les choses comme il faut. Les choses bien. Donc j'ai la confirmation et la preuve que j'aime cette activité et que peut-être le jour où j'aurai plus besoin de gagner ma vie, je pourrais très bien me dire, et si tu devenais romancière? Et j'adorerais vivre, d'écriture et d'eau fraîche. Écoute, tu peux le faire. Moi, je le fais en même temps, tu vois. En même temps, j'attends pas. Je le fais en même temps. Bravo. Mais je suis un peu, tu vois. Mais par contre, j'ai un peu la même approche que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que tu vois, il y a les activités entre guillemets d'entreprise, oui, qui sont là. Mais tu vois, je ne perds jamais. C'est vraiment, je le vois vraiment comme un écosystème pour le reste de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là-dedans, je fais finalement des choses qui peuvent complètement s'affranchir des activités professionnelles, plus professionnelles par ailleurs. On fait du podcast, on fait de l'écriture, on fait des conférences. Donc ça permet d'accueillir en fait toutes les activités. Et souvent, je dis en rigolant, comme quelqu'un qui aimerait mourir sur scène au théâtre, moi je pense que clairement la notion de retraite, bidule et tout, est un concept que j'ai du mal à comprendre. Tu vois, je vais être, je pense, auteur, écrivain, conférencier, entrepreneur jusqu'au dernier jour, quoi. Et cette notion de j'arrête, je fais autre chose, je vais à la retraite, est un concept que j'ai du mal à assimiler, tu vois. Moi, j'ai pas dit j'arrête, j'ai dit je deviendrai romancière. Tout à fait. J'en sais rien. Écoute, j'ai hâte. Tu continues à avoir de la place à la maison pour empiler les livres? Non, tu sais, j'ai ma pyramide de livres là dont je parle toujours là. Hop, 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 hop. Tu vois ce qu'il y a par terre à côté? Oui. Elle suffit plus, donc il faut que j'en achète une autre. C'est ça. Mais j'ai plein d'endroits. Dans ma chambre à coucher, il y a encore plein d'espace par terre où je peux mettre des tours. Non. Est-ce que tu as une pratique de reprendre les livres, de les relire X temps plus tard, etc. Parce que tu te retrouves avec des livres qui s'accumulent là au cours de tes années. Est-ce que tu reviens sur les livres? En principe pas. Parce que il y a toujours de la nouveauté et je suis une marketeuse, hein, donc moi la nouveauté ça me fait vibrer. Bien sûr. Ça m'est déjà arrivé de relire un livre simplement parce que je me souvenais pas que je l'avais lu. Et tout d'un coup, au milieu du livre, je me dis, mais ça, j'ai déjà lu. Donc, je peux par accident relire des livres. Ou alors, certains, tu sais, qui t'ont particulièrement marqué. Et de temps en temps, tu dis, ah, celui-là, j'ai bien envie de le relire. Tu vois, Le Petit Prince, j'ai toujours du plaisir à le relire et je vais le prendre tout d'un coup. Bien sûr. Surtout que tu peux le lire 150 fois, tu auras toujours un axe de choses à regarder ou à comprendre ou à voir. Oui. C'est tout à fait. Je peux mais comprendre ça. J'ai pas beaucoup cette pratique parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent tous les mois. Bien sûr. Tu n'as pas une pratique très pragmatique de avoir une collection, ton fichier avec tous tes titres, tout ça. Tu fais pas du tout ça. C'est vraiment une consommation. Moi, je fais une chose, c'est que je traque ma quantité de lecture parce que je peux être sûre d'avoir nourri mon besoin moi je dévore, donc j'aime bien en lire beaucoup et j'ai un petit fichier dans mes notes où je suis les bouquins et comme moi je suis fan de statistiques en tout genre et Excel est mon meilleur ami, tout d'un coup je vais dire on est au 100e jour de l'année, tiens, j'ai lu combien de pages, donc des fois je m'amuse, du coup l'IA est excellente pour ça.
je lui balance la liste de mes lectures du début de l'année et je lui dis, bah voilà, on est au Xème jour, j'ai lu combien de pages, combien de pages en moyenne par jour, combien de minutes de lecture en moyenne par jour. Donc j'adore m'amuser à mesurer, chronométrer, etc. Mais ça, c'est mon petit côté statistique et compétitif. Je veux être sûre de lire davantage que l'année passée. Donc voilà, je fais un mini tracking. Par contre, je vais pas avoir des colonnes dans mon fichier qui dit comment je me suis ressentie, quels sont les concepts clés que je retiens, pas du tout. C'est plus pour la stat. Et généralement, quand j'ai fini ma stat, je fais un post LinkedIn parce que ça amuse tout le monde. Yes. Tu évoquais le fait que tu n'avais pas une approche de livre de type business, entrepreneurship, etc. Comment tu continues d'apprendre sur les différents sujets qui t'inspirent parce que bon, le marketing, il y a, comme tu dis, un socle évidemment très solide qui n'est pas à remettre en question, mais on est quand même dans un monde avec des mouvements de plaques tectoniques, on va dire ça comme ça, et donc il faut en permanence se mettre au diapason, d'autant plus que toi tu as une approche, je le rappelle, d'une expertise sur le contenu éditorial qui, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, reste quelque chose qui est quand même technico-littéraire, hein, c'est-à-dire que ça commence à pas être drôle quand on commence à se pencher sur les mots-clés, le SERP, voilà, bon, tout ce qui fait le métier de référencement, qui peut être d'ailleurs parfois très technique. Comment tu par quelle... De mille manières, en fait. Alors, les livres business, j'en achète des tonnes et je vais aller piocher ce dont j'ai besoin. Tu vois, tout d'un coup, les quelques chapitres ici, etc. Yes. Donc, quand je dis je n'en lis pas, j'aurais dû être un petit peu plus nuancé et dire j'en lis moins. Oui, c'est ça. Donc, lecture, beaucoup. D'ailleurs, la bibliothèque derrière moi, et tu vois pas celle à droite, mais celle-là, c'est que les livres business. Après, je lis énormément, mais tu as des articles, donc énormément en ligne. Quand c'est business, je suis contente de le lire en fait à l'écran parce que du coup, je peux copier-coller des passages. Donc, beaucoup de lectures en ligne. Beaucoup de consommation de contenu en tout genre. Tu vois, les référenceurs qui publient, etc. Donc, et ça peut être dans leur blog, sur leur chaîne YouTube, même sur LinkedIn. Il y a quand même du contenu de valeur incroyable. Et puis après, je me forme beaucoup. J'ai plusieurs fois par année, je fais des formations qui peuvent être une journée, plusieurs journées, etc. Là, je viens de commencer un cursus neuromarketing et neurosciences parce que j'ai envie de comprendre mieux certaines choses. Donc, formation. Et là, j'aime bien, quand je peux, le présentiel ou la visio, mais en temps réel. Pas d'être seul à consommer, mais d'être avec l'expert en question qui va me... Le côté un peu plus live que vidéo passive. Tiens, voilà les 15 heures de vidéo que tu dois regarder, quoi. Parce que j'ai besoin de pouvoir poser des questions, pouvoir confronter les idées, pouvoir creuser en disant mais moi je l'aurais appliqué comme ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc beaucoup en fait la formation à travers l'interaction que je peux avoir avec des spécialistes. Et ça peut être même des formations qui n'existent pas, mais je vais me payer 3 heures avec cet expert sur tel sujet. Il va me montrer sa pratique, etc. Donc en fait j'ai plein de manières de me former parce que, comme tu l'as dit, nos métiers, c'est des tsunamis de révolution mensuelle. Puis la vitesse de changement, elle est passée de vitesse à exponentielle, ce qui n'est pas la même variable mathématique. Hein. T'as raison. J'explique souvent là aux entrepreneurs et aux PME, parce qu'on a la même cible en fait. J'explique souvent que ils sont toujours dans l'esprit de non, mais c'est bon, ça va être comme pour Internet. On a bien vu, on s'est adapté au fur et à mesure, blablabla. Non, attendez, vous n'avez pas compris là. Aller vite, c'est pas aller de manière exponentielle. C'est que là, si vous faites une course de voiture, le problème c'est que tous les 100 mètres, la voiture d'à côté, elle augmente de 100 km/h. Donc c'est pas juste on fait le 0 à 100 en 3 secondes Non, c'est que à chaque mètre, elle va augmenter sa vitesse encore. Oui. Donc le rattrapage, c'est plus une notion qui fait sens. Vous rattraperez rien du tout puisque c'est exponentiel. Non, nous c'est continu. Puis tu le sais, hein, moi j'adore lire des rapports, etc. Tout ce qui est, d'ailleurs, on avait échangé en début d'année sur toutes les tendances. J'en ai fait des épisodes de podcast. Il faut qu'on fasse des lives qui vont avec, parce que on est censé, transmettre et donner notre point de vue et notre analyse sur ces documents. Mais en tout cas, on a des études de plusieurs centaines de pages parfois sur des insights marketing de très bon niveau. Et on a la chance d'avoir la version podcast audio et je les ai fait en français. Et puis donc, écoute, avec grand plaisir pour qu'on organise un live spécial insight. Hein. C'est quand tu veux, il faut qu'on l'organise. Hein. À fond.
Donc voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on apprend aussi. On se nourrit de plein de sources différentes. Et puis après, l'enjeu, c'est comment notre petit cerveau arrive à connecter les différents éléments, tu as un insight. Ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Voilà comment je l'applique, voilà comment je le mets en pratique, et voilà comment ça peut devenir un nouvel angle, une nouvelle approche pour mon métier, etc. Je tiens à souligner quand même une chose, c'est que dans ton cas, Sachine, tu as des prédispositions tout à fait particulières parce qu'il faut quand même pas oublier que les 10 ans de L'Oréal et les 4 ans, presque 4 ans de SC Johnson ont été dans du marketing justement où les chiffres, les analyses de marché, merchandising, etc. sont au cœur du dispositif et que donc tu as développé une acuité, des compétences et une expertise tout à fait particulière sur justement savoir analyser, éplucher et utiliser des études et des insights marketing. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas parce que tu as des études marketing ou autres que tu sais analyser, regarder, en tirer quelque chose. Donc toi, dans ton cas, c'est un avantage très important que tu as par rapport à cet environnement-là. La première chose, c'est qu'effectivement, j'ai été dans ces multinationales qui ont accès à beaucoup de data, Nielsen, etc. J'avais aussi des départements de recherche marketing, donc les gens qui font ces analyses et après qui nous débriefent. Donc j'ai probablement appris l'interprétation, la lecture auprès de gens dont c'est le métier. Et pour la petite histoire, moi je suis licenciée à l'université en sociologie. Mais mes premières études, j'ai un bachelor en sociologie, donc là aussi, tu as les tendances de fond, etc. Donc j'ai développé ça. Déjà, ça me passionne de voir les... Et c'est passionnant. C'est passionnant, mais en plus, effectivement, je pense que j'ai eu la chance de pouvoir être amenée à comprendre, interpréter. Tu vois, moi, un dossier de 300 pages, je me régale. Mais oui, puis en plus de la pratique, t'as vraiment été dans la pratique là. C'est pas juste tiens, j'ai déniché une étude, vas-y, t'as qu'à y jeter un œil. Non, non, toi, c'était ton métier de tous les jours, d'éplucher, d'analyser. Perdre. Tu sais, on dit trop de données, tu l'as donné, etc. Moi, je vais pas me perdre dans la donnée parce que tout de suite, je vais dire, ok, c'est ça qui est important. Je me fais mon propre condensé et ce que toi t'as fait pour les épisodes de podcast. Et après, tu dis, du coup, je vais en faire ça parce que c'est ça, en fait, juste avaler de la donnée si c'est pas pour la mettre en application, ça sert à rien aussi. Bien sûr. Tu as découvert et tu utilises Notebook LM de Google? Pas du tout. Pas du tout? Oh là là, mais ma Sachine, il faut vraiment que tu fasses ça. Il y a Notebook LM, c'est Google qui fait ça. Hein. Notebook LM, c'est quand même un truc absolument magique. Hein. Vraiment, c'est magique, c'est de la magie. Hein. Il y a la version plus qui est payante, mais on s'en fout. Avec Notebook LM gratuit, accessible à tout le monde, tu peux analyser 50 000 sources. 50 000 sources, ça représente potentiellement 500 000 pages. D'accord? Et tu peux balancer des documents PDF de 384 pages et ensuite poser des questions et interagir avec l'interface et lui dire sors-moi les points saillants, c'est quoi le FAQ, c'est quoi la synthèse, est-ce qu'on parle de tel ou tel élément chiffré ou pas, etc. Et en fait, il fait une analyse documentaire au rayon laser. C'est magique. Et c'est en partie grâce à Notebook LM que je produis un épisode de podcast. Pourquoi? Parce que dans la fonction de Notebook LM, tu peux, en ayant préparé la documentation, l'analyse, etc., ensuite tu lui dis, sors-moi sous la forme d'une conversation d'un épisode de podcast entre un homme et une femme, ce que tu as analysé dans la documentation. Oh, j'adore. Ok, c'est bon, convaincu, je teste. Donc jette un œil, Notebook LM en majuscule. Il y a la version plus pour quand tu es tu sais, la Google Suite et tout ça, qui te donne accès à plus de documents, parce que je crois que sinon c'est limité à 50 choses, mais c'est vraiment magique. Et en fait, tu as une fonctionnalité qui est très pratique, qui s'appelle guide d'études. Et dans Notebook LM, ce qui est bien, c'est que quand tu lui as balancé le document, par exemple, tu es étudiant et tu veux réviser, en fait, tu lui donnes la matière, tu dis tiens, voilà mon document là de 300 pages, etc. Sors-moi un guide d'études et ça consiste à ce que lui te fasse un QCM. Il va te poser des questions comme un contrôle. Il va vérifier que toi, tu as aussi acquis les connaissances. Donc en fait, c'est lui qui te propose les questions, il t'interroge sur le sujet, tu vois.
Donc pour un étudiant, c'est magique. Tu prends n'importe lequel de tes cours et tu lui dis, sors-moi le guide d'études pour m'apprendre moi-même à apprendre ce rapport-là ou la connaissance. Eh bien, pose-moi des questions. Et donc en fait, vous avez une espèce de pro instantané qui va vous établir comme ça un guide d'études. Tu peux dresser des FAQ, des foires en question, etc. Est-ce que parce que Perplexity te propose ça aussi et le fait vraiment bien, est-ce que c'est encore meilleur? C'est meilleur, hein. Ah oui, c'est meilleur. Okay. Oui, c'est meilleur. Il y a également Storm de Stanford qui je t'enverrai les liens et j'enverrai les liens aux auditeurs si ça les intéresse. Donc c'est Stanford qui a monté une sorte de Wikipédia par IA sur n'importe quel document, n'importe quel sujet. Tu lui dis tiens sors-moi un Wikipédia de je sais pas quoi le merchandising au Canada je sais pas où sur tel produit eh bien il est capable de te sous la forme d'une réflexion de recherche théorique à la Wikipédia, il te sort un rapport intégral vraiment super bien foutu. Génial. Donc c'est vrai qu'en mariant tout ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on évoquait ensemble, c'est-à-dire que on est désormais en mode augmenté. On ne peut plus, je dirais, fermer les yeux ou se passer de ces choses-là, parce que c'est censé être pour le mieux, pas pour le pire, mais c'est censé être pour le mieux. Parce que tu vois, t'imagines toi qui a beaucoup de je dirais de temps consacré à ces sujets-là. À chaque fois que tu te fais aider, que tu vas avoir ce genre d'outils qui vont te faire gagner du temps, ça veut dire que c'est autant de temps pour ta zone de génie, pour ta créativité. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, mais enfin bon, passer 15 heures à analyser 384 pages de rapports d'insight marketing, on a d'autres chats à fouetter que ça. C'est pas là où elle est la quintessence de ce qu'on peut apporter au monde et pour avoir de l'impact pour tes clients, etc. Donc, donc voilà. Donc c'est petite. On en reparlera, mais c'est vraiment magique. Il y a vraiment des choses très intéressantes qui se font. Et puis, tu sais tu fais des neurosciences en ce moment. Tu commences là, et donc tu sais qu'il y a les différentes personnes qui ont de la mémoire visuelle ou de la mémoire auditive, ce genre de choses. Et ce qui est intéressant avec le côté petite fiche Bristol qu'on fait quand on étudie, eh bien le fait de pouvoir emporter une synthèse en audio de n'importe quel écrit, bah c'est quand même hyper pratique. C'est-à-dire que tu vois, dès que tu veux partir en voiture, écouter pendant que tu es en train de conduire et tout ça, et ben finalement tu lui donnes ton document et tu lui dis allez hop, sors-moi la synthèse sous la forme d'un podcast, et tu te retrouves avec 8, 15, 20 minutes d'audio que t'emmènes avec toi et dans ta voiture. Mais voilà comment je vais réviser mes cours, merci. Tu vois. Donc j'adore. Ouais, tu vois, comme quoi. Je vais tester et je te fais du feedback. Chine, on est vraiment au bon endroit j'apprends, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Tu nous es la preuve vivante que voilà, c'est vraiment ce que toi tu aimes faire. Merci pour ce moment passé ensemble. Bon, ce que je te suggère, je vais avoir une question pour toi qui va être hyper difficile. C'est les 3 questions de la fin. Ça y est, on y arrive. Si tu devais me recommander un seul livre, quel serait-il? Business ou? Ah non, c'est ce que tu veux. Mais le livre que tu voudrais offrir à tout le monde sur la Terre. Le livre qui t'a, toi, voilà, le plus renversé, bousculé, ou que tu préfères. Et ça va être très compliqué parce que tu aimes tellement de livres. Non, mais en fait, on en a parlé avant. Je pense que je dirais Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Parce que autant on l'aime et on le lit enfant avec un certain regard, un certain niveau de compréhension, autant aujourd'hui, adulte, on en comprend des choses tellement différentes. Incroyable. Souvent, il y a une citation qui me revient, tu vois, par exemple, je sais pas, on ne voit bien qu'avec le cœur, mais en fait, à la lueur de nos 40, 45, 50 ans passés ici. Exact. On comprend ce que ça veut dire. Donc, et ce que je trouve qui est chouette, c'est que tu sais, il y a des gens qui aiment pas lire, qui ont pas le temps de lire, mais en fait, c'est un livre petit qui ne prend pas trop de temps. C'est vrai. Et je trouve qu'en termes de message, de morale, de valeur, il est riche. Oui. Et je crois, j'avais vu passer, il me semble, un article qui disait que je crois que c'est le livre le plus traduit au monde. Le Petit Prince. Je crois que j'ai vu passer un papier là-dessus. Et je pense que tu as raison. Qui disait ça. Il disait que c'était le livre l'année dernière, le plus traduit. J'ai lu Michel Bussy, auteur contemporain ultra connu en France.
a écrit un livre sur une astéroïde, etc., inspiré du Petit Prince. Et du coup, c'est aussi hyper intéressant de voir les prismes. Je savais pas ça, je vais regarder. Astéroïde 612. D'accord. Michel Bussy, début 2023. Ouais. Bon, en tout cas, le Petit Prince, je prends parce que c'est aussi le livre que moi je recommande. Non, vraiment, je l'adore et je l'ai lu je sais pas combien de fois. Et à chaque fois, j'en retiens et j'en extrais des trucs que j'avais pas vus la fois précédente. Ouais, tout à fait. J'en ai fait un extrait à l'Assemblée lors de mon mariage du Petit Prince. Oh. Et moi, j'ai fait avec mes enfants une méthode de travail auditif, etc. Et moi, je leur ai lu. J'ai été dans un studio pour enregistrer ma voix, etc. Qu'ils entendaient avec des certaines ondes, etc. Ça s'appelle la méthode Tomatis. C'est pour travailler des connexions neuronales, etc. Génial. Et du coup, je l'ai lu. Et j'avais des fois, tu sais, même l'émotion en lisant, parce que c'est quand même un livre incroyable. Bien sûr, bien sûr. À qui tu dis ça, Sachine? Moi qui en ce moment me suis mis à prendre des cours avec un professeur de voix. Petit clin d'œil à mon professeur Alexandre Damiani, qui est une personne absolument un magicien de la voix, qui est coach de voix. Et pourquoi? Parce qu'on est en train de préparer, évidemment, tu me connais, je ne peux pas sortir un livre qui ne sera pas en audiobook et en e-book et en livre papier. Donc je veux pouvoir faire une narrative audio de mon livre. Ah, mais comme Caroline Mignot, elle a aussi lu elle-même son livre et c'est incroyable quand c'est toi le raconteur de ton histoire. Exactement. Donc, tu vois, on reparlera de ça. Deuxième question. Là, on va aller chercher au fond de ton cœur, au fond de ton âme. C'est le why. Tu connais peut-être le why de Simon Sinek, qui est quand même, Mon héros. Voilà. L'idée, c'est que, je sais pas si tu en es d'accord, mais dans nos sociétés modernes, on est souvent contraint par quelque chose qui potentiellement permet tout, mais détruit tout aussi, qui est l'argent. Et on se dit toujours, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça parce que j'ai pas l'argent nécessaire. Donc moi, ce que je voudrais te poser comme question, c'est si je te donnais un chèque en blanc et que donc on fait disparaître la variable d'argent, qu'est-ce que toi tu ferais? Quel est ton rêve? Quel est le truc que tu voudrais accomplir en considérant que tu n'as aucune contrainte d'aucun ordre et en tout cas pas celle de l'argent pour le réaliser? Tu sais, alors déjà, petite parenthèse, en fait, moi, je rêverais de vivre dans une société sans argent et je fais énormément d'échanges de services et de trocs dans ma vie. Donc, en fait, si je pouvais retirer la variable argent, en fait, j'adorerais. Ça, c'est la première chose. Donc, et je la retire souvent. Justement, en faisant des échanges de services, etc. Et quand les gens disent, mais et ton tarif horaire est le mien? Et en fait, on s'embête pas, on dit 1 heure, 1 heure. Tu vois, on a tous la même valeur, etc. J'aime bien cette notion-là. La deuxième chose par rapport à ça, c'est que moi, j'aime bien le confort, le bien vivre. J'aime pas forcément me restreindre. Si j'ai envie de faire un resto, je suis contente de le faire, etc. Donc, franchement, enlever la variable argent, j'adore. Par contre, je voudrais pas qu'elle m'enlève les valeurs, tu vois, du travail, de l'effort, etc. Donc, je te dirais pas, je plaque tout et je vais sur une île, parce que je crois que mon quotidien, il est assez bien équilibré en ayant aujourd'hui cette contrainte de gagner sa vie. Donc, j'aurais pas non plus envie de l'enlever complètement, parce que est-ce que je deviendrais oisive? Et je sais que ça me conviendrait pas. Donc, j'adorerais l'enlever, mais d'un côté, attention, danger. Donc, qu'est-ce que je ferais? Je pense pas très éloigné d'aujourd'hui, mais en mieux. Ça veut dire que les vacances, je les ferais durer plus longtemps dans des endroits, tu vois, avec des endroits mieux. Aider les autres. Moi, je suis hyper généreuse. Quand je vais au restaurant, j'ai toujours envie d'inviter. Donc, je pourrais beaucoup plus, tu vois, louer une méga maison l'été, offrir à mes parents des voyages, etc. Donc, j'aimerais en faire, tu vois, pas de limite. Donc, chèque en blanc, nos limites. Bien sûr. Ce serait pas radicalement différent d'aujourd'hui. Mais ce serait mieux parce que plus simple, pas de contraintes, pas de cauchemars, j'ai du mal à dormir, etc. Et peut-être que je m'offrirais enfin, je te disais, tu vois, que mon entreprise, pour qu'elle grandisse, il me fallait le middle management, etc. Peut-être que je m'offrirais ça.
Tu aurais peut-être aussi des velléités de partager et de créer des choses autour de l'éducation des enfants et des livres, parce que quand on a vu l'amour que tu as pour la lecture, tu vois, et quand on sait quel moyen fabuleux c'est de développement personnel, tu vois, l'éducation, c'est quand même la clé de nos futurs, quoi. D'ailleurs, je fais du bénévolat pour une personne qui apporte l'éducation à travers les livres et amener à la réflexion. C'est un excellent psychologue qui veut avoir ce support de conversation avec ses jeunes patients. Et je fais partie d'une association qui les soutienne bénévolement pour qu'ils aident à grandir. Donc, génial. Oui, peut-être porter ça à un autre niveau. Ouais, mais parce que en plus, tu vois, je trouve que tu serais une ambassadrice absolument extraordinaire, puisque tu as une telle passion, un tel amour de l'écriture, des mots, de la lecture, que tu vois, aujourd'hui dans nos générations et dans nos sociétés qui sont ultra technophile, en fait, on est sur une évolution qui, voilà, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, est inexorablement happée par la technologie. C'est vrai que dans ce monde-là, la lecture, le livre devient quand même un ancrage important. Et peut-être, tu vois, faire des immenses conférences, inviter plein de gens, peut-être gratuitement, pour leur donner accès à fond. Yep. Bon, écoute, on est dans le passage de relais. La dernière question, c'est effet boule de neige. Je voudrais te demander qui tu aimerais voir sur ce podcast en interview. Est-ce que tu as un contact qui te vient en tête et auquel cas, merci de me mettre en relation. Ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas personnellement et ça sera le challenge pour moi d'aller l'inviter. Je passe un message, ça fait 3 ans que je cours après Thomas Pesquet. S'il y en a qui le connaissent, qui veulent m'aider, je suis preneur. Mais en tout cas, voilà, est-ce que tu as comme ça une idée, quelqu'un que tu aurais envie de le faire passer à ma moulinette de questions? Mais c'est pas une punition normalement. Alors, le premier nom qui me vient, parce que je suis fan de ce monsieur, t'en as parlé avant, Simon Sinek. Ouais, Simon. Je le verrais bien répondre à tes questions, toi en anglais, lui en français, etc. Yes. Chaque fois que je l'entends, que je le vois, je le trouve hyper inspirant et j'adorerais l'entendre encore plus. Mais après, je vais revenir dans le domaine du raisonnable. Il y a une personne qui me vient très naturellement, mais je pense que c'est aussi parce que on vient de parler de relation à l'argent. C'est Marie-Laure Deschamps. D'accord. Je sais pas si tu la connais. Elle est coach. Non, mais ça, je vais la connaître bientôt grâce à toi. Elle est coach et elle s'est spécialisée dans la relation à l'argent. Et je sais que moi, j'aimerais bien travailler ma relation à l'argent et je sais que je le ferai avec elle. D'accord. Et je sais que elle se prête beaucoup, très bien au jeu des questions. Et ben, génial. J'aurais probablement du plaisir à l'entendre répondre à ces 3 questions que tu viens de me poser. Yes. Tu la connais? Tu peux me mettre en relation avec elle ou Mais c'est comme si c'était fait, jeune homme. Eh ben écoute, génial, ça nous donne probablement une interview d'anthologie parce que je suis particulièrement d'accord avec toi et j'attache beaucoup d'importance à l'éducation financière où on est mais nul. Franchement, on est nul. L'éducation financière, ça devrait être appris à l'école, quoi. C'est pas, tu vois ce que je veux dire, nos enfants, tes enfants, mes enfants, etc. En fait, si toi tu le fais pas, mais c'est une catastrophe. Et je trouve que leur donner les armes pour affronter leur avenir, ça passe par bien comprendre ce qui se passe quand même au niveau des finances, quoi. Et donc ça, c'est une vraie invitée qu'on va pouvoir vraiment creuser le sujet avec elle, j'imagine, et ça va être assez enthousiasmant. En parlant d'éducation financière, moi, la personne qui m'a accompagnée et qui m'a permis de voir clair dans ma situation et vraiment de me mettre des fois le nez dans le caca, tu vois, pour vraiment affronter, c'est Laure Matsoukas. Ah voilà, tu l'évoquais au début et elle aussi, si tu veux aborder ces sujets-là, elle est... Alors évidemment, elle est hyper compétente, mais elle est surtout très pédagogue. Et d'ailleurs, elle l'enseigne aussi dans beaucoup d'universités. Et je sais qu'elle arrive à dédramatiser, vulgariser, rendre accessibles des concepts qui sont pas toujours évidents pour nous, personnes qui n'ont pas été baignées dans la finance. Bien sûr. Eh ben écoute, génial. Ça me fait le passage de relais. Sachine, merci. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un super bon moment. Tu m'as égayé mon après-midi. En plus, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Comme quoi, tu vois, l'impromptu
c'est quand même un petit moment comme ça d'émotion qu'on a capturé tous les deux. Et je te remercie pour ça du fond du cœur. Je te remercie. C'est moi qui te remercie de m'avoir tendu ton micro et tes super questions. Bon, c'était Sachine Siro, voilà, entrepreneur fabuleuse. Vous pouvez la retrouver sur LinkedIn. Et puis à bientôt sur les réseaux, comme je dis toujours. On se retrouve au prochain épisode. Merci Sachine. Merci Patrick. Bye Ciao. bye. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.